ce qui a beaucoup changé entre mon métier d'aujourd'hui et mon métier d'avant, c'est qu'avant, je vendais des points d'exclamation. Les gens venaient me voir avec un problème. Quand tu es directeur de création ou quand tu es en agence, tu dis comme « Chut, j'ai déjà la solution. » Exactement. Puis tu sais, ça doit s'étaler. J'ai la solution. Et c'est normal parce que quand tu es en mode création, il y a un côté de production des idées. Tu dois arriver au bureau pour trouver une équipe rapidement. Il faut que tu sortes du labyrinthe assez vite. Aujourd'hui, je vends des points d'interrogation. Aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir, ils disent « Je sais pas comment... Il y a ça, je sais pas vraiment comment faire. » Puis nous, on dit comme « On sait pas non plus. » Mais nous, on a des gens qui sont spécialisés dans aller chercher des méthodes pour aller répondre à cette question-là. Et puis, on va trouver des solutions ensemble. Mais la prémisse, c'est qu'on le sait pas. Hey, on passe ce podcast-là. Jay Nadeau. Dominique Fauché. Gaëtan Amouric. Oui. J'ai une question pour vous, OK? Ouais. Qu'ont en commun les annonceurs suivants? Apple, L'Auto-Québec, Ubisoft, Sico, Air France, FIFA, Les Affaires, McDonald's, Rouge FM, TV5, Toyota, T'as-tu fini? X3, Star Wars Identities, Burger King, CCM, La Gazette et les Olympiques de 2010. C'est des marques connues. Ce bon guess. Non, c'est ça. Ce sont tous des clients de notre invité cette semaine. Gaëtan Amouric. Gaëtan Amouric. Oh là là. Quelle introduction. Gaëtan Amouric. Gaëtan Amouric. Gaëtan, comment ça va? De mieux en mieux. Ça start fort. Hey, on hein? est chez eux en On est plus chez eux. aujourd'hui. Vous êtes chez eux. Perrier vous êtes chez nous. Jablonski. Bienvenue. Merci de Merci nous de inviter recevoir. chez plaisir. Perrier Jablonski. On est dans un de tes studios, j'imagine? Bureau, ouais. Bureau. Ouais, mais on appelle ça l'annexe. Parce que, en fait, ça a toujours été l'annexe, même si ça a été notre bureau principal pendant quelques temps, mais c'est quand même, on appelle ça l'annexe. OK. Je sais pas pourquoi. Puis là, Jay, est-ce que ça enregistre? Oui, ça tourne. Tout tourne. Je faisais juste regarder. Pour être Puis, certain. en fait, Jay, je sais que tu as une question pour Gaëtan. Puis moi, je l'ai déjà posé, il m'a pas répondu. Je te laisse poser, il va pas te répondre. Ah, je sais déjà c'est quoi. Ouais, voilà. Pourquoi Ouais. Perrier Jablonski? Ben en fait, tu sais, c'est là que je l'explique alors que je l'ai jamais dit à personne. T'imagines Comme ça, le- le stunt? Mais dans le fond, le truc, c'est comme le Joker. Là. Il dit jamais pourquoi il y a les cicatrices. Là. Dans le fond, ça, au départ, ça a une signification que je dis Ouais. pas. Ok. On le dit aux employés au bout d'un an. C'était ma seule manière de faire de la rétention de personnel quand j'ai ouvert en C'était un 2015. hook d'un Tu sais, an. c'est comme des gens qui me connaissaient pas. C'est comme on se connaît pas, mais je vais te dire pourquoi la compagnie s'appelle comme ça dans un an. Puis ils me disaient comme Je vais rester. super. Je reste. Fait que on en Tu a fais de la fait. stratégie, toi. On en a fait un cérémonial. Aujourd'hui, on a fait une sorte de fausse lettre d'avocat. Là. Tu sais, on l'a écrit avec ChatGPT. Tu sais, ça a l'air que, genre, on va te poursuivre tu sais, si jamais tu dis qu'est-ce que ça veut dire, Perrier Jablonski. Ouais. Mais on a rajouté plein de conneries dedans. Fait que, mais on en fait vraiment un cérémonial. Fait qu'on le dit à personne, sauf aux employés au bout d'un an. OK. C'est ça. Puis ils ont, Fait que ils ont- tu ils ont sauras pas. légalement pas le droit de le dire. Hein, pour vrai, ils ont légalement pas le droit de le dire. Mais on a inventé des supplices qui sont pas légaux. OK, tu peux-tu au moins nous donner une explication niaiseuse que tu as donnée aux médias dans les dernières Non, années? mais en fait, j'ai plein d'anecdotes. Une fois, j'ai une cliente qui m'appelle, elle est en vacances. Et puis, non, elle m'écrit, puis elle me dit « Oh là là, je suis en train de lire un bouquin et ça se passe genre rue Jablonski, ça a-tu rapport? » Je fais comme « Esti, oui. » Mais elle dit « Mais tu sais pas c'est quoi le livre que je lis? » Je fais « Ben non. » Elle me fait « Donc ça n'a pas rapport. » Je fais « Ben non. » Fait que... Mais il y a un grand photographe en France qui s'appelle Perrier, depuis longtemps. Là, puis OK. il y a, depuis quelques années, Il y a une blonde grande- qui skie. Une top modèle blonde qui s'appelle Constance Jablonski. Ah. Fait que des fois, il y a des gens qui, sortis de l'avion, ont pris des photos de kiosques où c'était marqué Constance Jablonski avec vraiment une belle fille. Puis il me dit, ça a-tu rapport? Je fais comme, Ben oui. C'est ça. Tu l'as trouvé. Asti, je pensais que ça se saurait jamais, là. Mais non, il y a plein de réponses possibles. OK. Ben pour ceux... Ouais, vas-y, Gay. Vas-y. Ben, mon nom, c'est pas Gaëtan. On c'est ça, s'appelle c'est tous Jay. Gaëtan ce soir. OK. Mais là, on a parlé des clients à l'entrée, ben, en fait, des contrats sur lesquels tu as travaillé. Ouais, dans le passé. Ouais. Puis dans le passé, mais chez Perrier Jablonski, Ouais. qu'on connaît pas l'origine du nom, Ouais. on fait quoi? Oh, c'est une bonne question. On fait de la stratégie. On fait de la stratégie. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, j'ai été créatif. Il y a plein de manières d'être créatif, là, mais j'ai été directeur de création d'une agence, puis c'est là où vous citez toutes ces grandes marques-là. Quand tu es dans une grande agence, tu as la chance de toucher à ces grandes marques-là.
Et il manquait un bout dans la réflexion. Tu sais, dans la chaîne de réflexion, il manquait le moment de on peut-tu se poser 5 minutes, puis qu'est-ce qu'on fait vraiment, puis pourquoi on le fait, etc. etc. Donc, c'est devenu ça. On se présentait un peu comme l'agence avant l'agence au début de Perrier Jablonski. Ah, OK. Et puis, on a arrêté parce qu'en fait, c'était pas ça pantoute. Nos clients qui venaient nous voir ne venaient pas voir avant d'aller voir une agence nécessairement. Ils venaient nous voir vraiment pour régler des problèmes que personne ne pouvait régler pour eux. Fait que on est aussi parfois le Ghostbuster. Tu sais, ils nous appellent en disant comme on sait plus qui appeler. On a ça à faire, est-ce que vous savez faire? Puis tu sais, nous, on fait comme, ben non. On fait, les clients me disent, OK, on y va avec vous parce que tous les autres nous ont dit qu'ils savaient faire, mais nous, on sait qu'ils savent pas faire. Oh, OK. Et le fait que nous, on se mette en mode comme ça, de pas savoir, on est de facto en mode curiosité, puis en mode, on va le trouver ensemble, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Il y a beaucoup à dire sur le boulot de stratégie. Là. Je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard si vous avez des questions là-dessus. Mais moi, j'aime beaucoup ça, me positionner sur la stratégie. C'est sûr que ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on fait de l'anthropologie. On utilise un outil qui est l'ethnographie. C'est un outil de l'anthropologie pour comprendre en fait les humains, les interactions entre eux, puis dans notre cas, les marques. Et ça nous aide beaucoup parce que ça enlève toute la bullshit que les marques aimeraient qu'on dise « Ah oui, t'es Cico », puis donc les gens, ils adorent la peinture Cico. Ben non, au départ... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement, puis tu vas avoir une job à les amener là. Et donc ça, c'est notre métier. Hey, on interrompt ce podcast pour vous parler du commanditaire principal. Mateina Yerba Mate, I'm gonna read the label. Plant-based energy, nothing artificial, made in love with Canada. Oh yes. Canada. In Canada. La meilleure façon de te procurer et de boire le yerba mate, c'est en feuille et tu le bois en gourde. Ça se vend directement sur le site de Mateina. Nice. Mais la canette est la façon la plus simple de boire le yerba mate. Ça goûte pas loin de la version originale pour avoir goûté les deux. Là. Oui. Donc, c'est très intéressant. Et tu m'avais dit que j'allais pas avoir le shake. Ouais. Je n'ai pas le shake. On vous recommande pas d'en boire 160, mais pour avoir un petit feeling bien focus, je trouve ça parfait. C'est excellent. Puis dans des journées de tournage longues comme aujourd'hui, C'est perf. c'est perf. On vous rappelle que vous pouvez utiliser le code STOKE15, STOKT15, pour 15% de rabais sur votre prochaine commande. Et voilà. De retour au podcast. Donc, parce que là, j'ai un peu épluché la première page de votre site web. Je vais la lire juste pour que le monde pense que je l'ai retenu par cœur. Ça serait un peu intense. Stratégie d'affaires, stratégie de marque, stratégie de marketing, stratégie éditoriale, comportementale. Ça, je serais intéressé d'entendre. De segmentation, de pitch, stratégie d'intelligence artificielle et stratégie de corpus. Ouais. Donc, j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'avant même de parler de direction artistique, conception, rédaction, campagne, vous êtes même pas proche. On fait pas ça du tout. Pas du tout, même. Non. On touche pas à ça. C'est pas dans votre cours. Non, zéro. Ça m'intéresse pas du tout, en fait. Je l'ai fait toute ma vie avec passion. Oui. J'ai adoré ça. Il y a plein de monde au Québec. En fait, on est en surpopulation de talents là, en communication marketing, design, tous les métiers, même de la production. Vous en êtes une preuve, là. C'est pas ça qui me manquait. Il manquait le bout de stratégie, puis t'en nommes plein. Alors, en haut, il y a le mot stratégie au singulier. Et en fait, ça, c'est juste la liste d'épicerie des trucs qu'on a fait dans les dernières années. Fait qu'à un moment donné, plutôt que de dire, ben nous, on fait de la stratégie qui est pas plus claire que Perrier Jablonski, On vous dit pas c'est quoi. on s'est dit, OK, mais on va avoir besoin de clarifier exactement ce qu'on fait. Et puis, ça a donné ça. Donc, c'est sûr que la stratégie en soi, c'est un vieux mot. La stratégie, c'est un terme militaire au départ. C'est comment on va atteindre un objectif, comment on va écraser une autre armée, comment on va s'y prendre, et puis on va gagner la guerre à la fin. Avec le temps, c'est devenu en économie, dans nos métiers de marketing, c'est devenu comment on va atteindre un objectif. Mais c'est sûr que ça ouvre quand même beaucoup de questions parce qu'une marque, elle peut bien avoir envie de faire ceci ou cela. Si le consommateur, lui, il n'a pas envie ou qu'il s'en fout ou que tu n'es pas dans son scope de recherche ou que tu ne comprends pas exactement ses besoins, quand, etc., tu auras beau toujours vouloir dire quelque chose, il ne va pas l'entendre. Fait que notre boulot, c'est essayer de comprendre le conso avant de faire quoi que ce soit, avant de toucher sur quelques boutons que ce soit. Fait que c'est vraiment ça notre métier. Est-ce que ça arrive des fois que le consommateur vous dit ce qu'il recherche, par exemple par rapport à la peinture, et que vous retournez voir Cico, pour ne pas la nommer, là, puis vous dites on a des mauvaises nouvelles pour vous. OK. C'est une bonne question. D'abord, il y a eu une période sans ethnographie là, chez Perrier Jablonski.
Puis j'avais travaillé pour Sico à ce moment-là de Perrin Jablonski. Fait que... Juste pour ceux qui ne savent pas ce que ethnographie veut dire. En fait, l'ethnographie est un outil, c'est un outil qui fait partie d'une méthode et c'est l'observation ou le questionnement des gens. C'est-à-dire qu'il y a des outils à l'intérieur de cet outil-là. Soit tu fais des entrevues, soit tu fais de l'observation de terrain, soit tu fais, alors participatif ou pas. Il y a plein d'outils pour essayer de voir, de comprendre le consommateur. Alors, c'est sûr que le consommateur, si je te pose des questions pour le produit que je veux te vendre, ça se peut que tu ne me répondes pas la vérité. Si je fais un sondage dans une épicerie puis que je demande aux gens s'ils se masturbent, Ils te répondent. ça se peut qu'ils me répondent non. Donc, je vais revenir puis je vais dire, selon une étude... Dans quelle allée? Il y a personne qui se masturbe. Ils vont dire, OK, je comprends. Tu vas revenir avec 100% de gens qui disent que non. Si tu demandes aux gens si watch that porn, tu vas avoir 100% de répondants qui vont te dire non. Fait que faut pas demander, faut regarder le comportement. Et puis des fois, alors je prends un exemple extrême, mais dans un exemple beaucoup plus simple, si tu me demandes si c'est compliqué d'éplucher une patate, je vais dire comme, regarde, tu me niaises-tu? Là? Non, c'est pas compliqué d'éplucher une patate. Mais si tu regardes peut-être à l'intérieur de la paume de ma main, si j'ai utilisé un vieil économe de ma grand-mère en métal, ça se peut que j'ai comme 2 traits rouges au fond de la main. Là. Ça nous est tout arrivé au chalet. Et là, tu vas faire, OK, mais là, tu m'as dit que c'était pas compliqué, mais ta main me dit que ça t'a fait mal. Tu fais comme, ben oui, mais c'est un économe. Ça fait pas vraiment mal. OK, mais t'as une pression quand même, mais tu me l'as pas dit. Et cet écart-là entre les deux, entre ce que les gens nous disent et ce qu'ils nous disent pas, souvent, c'est un brief. Oh shit. Ou en tout cas, il y a un insight là-dedans. Je vais prendre un exemple super concret. Voiture électrique. Si tu demandes aux gens, est-ce que vous avez l'intention d'acheter une voiture électrique? 100% des gens, j'exagère, mais vont te dire, ben oui. Donc, tu sais, t'es concessionnaire, tu commandes full voiture électrique, puis après, tu t'aperçois que finalement, non. Il y a un écart entre l'intention des gens et ce qu'ils font. Fait que souvent, dans tous les sondages où vous entendez, est-ce que vous avez l'intention de voter tel parti ou de faire tel ou tel choix, les intentions ont aucune valeur dans notre travail à nous. Aucune valeur. OK, vous écoutez même pas ce que les gens vont dire. On veut savoir, mais on veut savoir ce qu'ils vont faire. Et on fait l'écart entre les deux. Alors, ça fait partie des méthodes. On en a beaucoup d'autres, mais c'est fascinant. On va sur le terrain. En fait, on se met en position. Ce qui a beaucoup changé entre mon métier d'aujourd'hui et mon métier d'avant, c'est qu'avant, je vendais des points d'exclamation. Les gens venaient me voir avec un problème. Quand tu es directeur de création ou quand tu es en agence, tu dis comme « Chut, j'ai déjà la solution. » Exactement. Puis, tu sais, ça doit s'étaler. J'ai la solution. Et c'est normal parce que quand tu es en mode création, il y a un côté de production des idées. Tu dois arriver au bureau, trouver une équipe rapidement. Il faut que tu sortes du labyrinthe assez vite. Aujourd'hui, je vends des points d'interrogation. Aujourd'hui, les clients qui viennent nous voir, ils disent « Je sais pas comment, il y a ça, je sais pas vraiment comment faire. » Puis nous, on dit comme, « On sait pas non plus. » Mais nous, on a des gens qui sont spécialisés dans aller chercher des méthodes pour aller répondre à cette question-là. Et puis, on va trouver des solutions ensemble. Mais la prémisse, c'est qu'on ne le sait pas. Mais quand tu dis que tu arrives avec des points d'interrogation, est-ce que tu arrives avec des questions pour le client, puis c'est le client qui répond à la question, ou t'aides le client à répondre à cette dite question? En fait, aujourd'hui, la chance qu'on a, parce que ça fait 9 ans que j'ai parti Perrin Jablonski, ça fait que... Ça veut dire quoi déjà? Alors, ça veut dire... Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Tu vas le finir par le dire. Mais compte le nombre de lettres. Non, c'est pas vrai. C'est le gars toute la soirée qui fait... Pendant 1 an, j'avais pas d'ethnographe, puis j'avais même pas vraiment l'idée de faire ce travail-là. Il y a une fille qui s'appelle Sabrina Tremblay qui est venue nous voir, puis qui a fait une étude sur les discours, les différents discours. C'est une étude qui est disponible, en fait. Elle a déposé un mémoire là-dessus. Et en gros, elle m'a suivi pendant 1 an, puis elle regardait comment je parlais en one-to-one aux employés, comment je parlais en gang aux employés, comment je parlais à un client en développement d'affaires, comment je parlais à un client avec qui j'étais en train de travailler. Et le but de son mémoire, c'était de voir s'il y avait des variations dans le discours d'une marque, d'un entrepreneur, puis elle avait choisi nous. Et quand je l'ai vu travailler, je me suis dit comme, shit, c'est une bonne idée, ça. Et nous, on faisait déjà, quand on travaillait avec les clients, la forme n'a pas changé. Il y avait déjà une partie entrevue que je faisais moi. Ensuite, il y avait du co-design que je faisais moi, puis après, il y avait des livrables que je faisais moi, mais je rappelle qu'on était un employé. Fait que, nécessairement. T'étais une agence et c'était toi. Après, Olivia nous a rejoint, nous, parce que du coup, on était deux.
Et quand on a vu Sabrina travailler, on s'est dit comme ça peut être une solution pour me déloader au moins la partie entrevue. Et là, on a découvert un nouveau métier qu'on ne pouvait pas vendre parce que nos clients ne savaient pas c'était quoi. Fait que pendant 1 an, j'ai payé un ethnographe que je ne pouvais pas revendre à mes clients. Là. Donc, j'ai pris les dividendes de la compagnie puis j'investissais dans un salaire, mais il travaillait un petit peu en white lib, en secret là, sur tous les mandats et nos clients étaient super satisfaits. Puis à la fin, on a pu leur dire, en fait, on ne vous l'a pas dit, mais il y avait un ethnographe qui travaillait là-dessus. Et ça nous a permis de monter des cas. Et ensuite, on en a développé une discipline. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent nous voir pour ça. Juste pour ça. Ils nous écrivent en disant, on a été voir sur votre site web, vous faites de l'ethno. Les gens en pharma connaissent assez bien l'ethnographie. Il y a des gens de recherche. C'est une discipline que tu peux étudier à l'université. Ah oui, il y a des diplômes d'ethnographie. Okay. Puis, alors, c'est assez difficile de recruter des ethnographes parce que souvent, c'est des gens qui sont passionnés par Premières Nations. Parfois, ils vont aller étudier des tribus dans d'autres pays, essayer de comprendre les interactions. T'sais. Donc, c'est des gens qui sont vraiment des humanistes en général, qui n'aiment pas trop le marketing. Il y a Jean-Sébastien Marcoux, qui est un prof à HEC, qui a marié un peu les deux. Okay. Fait qu'il a mélangé l'ethnographie et le marketing. Et c'est un peu lui qui a développé, en fait, cette discipline-là. Aujourd'hui, il y a plein de gens, Jonathan, aujourd'hui, qui travaillent avec moi dans le DESS. Là. C'est super intéressant. Mais pendant un moment, ces gars-là, ils avaient peu d'espoir que ça devienne vraiment une discipline parce que le big data prenait toute la place. Je pense qu'une fois qu'on a été un peu déçu avec le big data, tu dis, OK, j'étudie du small data, mais je veux savoir du small data. De qualité. Ça existe-tu? Fait que c'est ça. Notre travail, c'est vraiment un travail d'enquête. Mais vraiment, c'est passionnant. C'est quand même particulier parce que... Puis là, on va arriver à ton parcours pré-stratégique. Yes. Mais j'ai l'impression que tu as adressé un angle mort sur à peu près toutes les campagnes qu'on a faites ensemble. Ouais, ou à peu doute. près. Ouais. Parce qu'on se faisait dire, les gens à qui on parle, ils font à peu près ça. Cindy, 35 ans, elle fait du sport. Bref, là, t'es comme, oui, mais Cindy, mange-tu ses céréales de telle manière ou de telle façon, on ne sait pas. T'sais. Fait que qu'est-ce qu'on va y vendre pour Kellogg? Je sais pas. Fait que, en fait, quand tu es directeur de création au Québec, tu fais quand même souvent de la stratégie. D'abord, c'est pas toutes les agences qui ont un département de stratégie ou qui ont un rôle de stratège à l'intérieur de l'agence. Et même historiquement, puis sans être méchant du tout, là, l'industrie a jamais été très forte en stratégie parce qu'elle n'avait pas besoin de l'être. Okay. Mais Toronto, pareil. Les campagnes, historiquement, je parle historiquement, là, dans les années 60-70, les campagnes devenaient toutes cuites là, des États-Unis, puis il fallait juste adapter ça. Ça prenait pas trop la tête à Papineau là, pour organiser. Avec le temps, c'est sûr qu'il y a eu des marques qui sont développées ici. Il a fallu développer des stratégies et donc la discipline a commencé, mais la discipline a commencé dans les années 80, 90, minimum, là, je dirais même des grands stratèges, là, c'est ça, 90. Okay. En Europe, ça existe à peu près depuis les années 50, les stratèges. Fait que les stratèges anglais sont super, super forts. Donc, nous, on avait à peu près 40 ans de retard. Donc, encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste la jeunesse de cette industrie-là qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gros problèmes à régler. Et puis, la réponse est plus compliquée. Des stratèges vraiment qui sont capables de voir dans tous les angles morts, comme tu dis, c'est plus difficile maintenant. Au Québec, on en a-tu des grands stratèges? Ah oui, ben oui. Je pense à Florence, je pense... à Florence Géraud de Cossette, je pense à Benoît Chapelier qui est plus vraiment dans l'industrie maintenant, qui est un petit peu ailleurs. Mais tu sais, il y en a. En fait, les grandes agences ont des grands stratèges. C'est pas un problème. Ils en ont. LG2, quand on voit les campagnes qu'ils font, c'est pas des imbéciles. Là. On voit qu'il y a des stratèges quand on est là-dessus. Il y a une différence entre un stratège qui va adresser un bon insight pour préparer un directeur de création et son équipe ou une directrice de création et son équipe pour faire une bonne campagne. Ça, c'est un peu différent de la job qu'on fait. C'est quand même une job quasiment de scénarisation, de qu'est-ce que je pourrais dire à mon équipe de création pour les startups, pour que... Nous, on part vraiment sur des sujets parfois où on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Si on parle, par exemple, je pourrais prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. Quand nous, on se présente comme en stratège d'intelligence artificielle, on n'a aucune capacité technologique. C'est sûr que moi, je mets les mains dedans parce que j'aime ça, là, mais... on ne développe pas de chatbot, on ne développe pas de trucs d'automatisation pour les entreprises. On ne fait pas tout ça. Il y a encore une fois, il y a plein d'organisations qui le font et qui le font super bien. Ce qui manque aujourd'hui aux organisations pour s'équiper en intelligence artificielle, c'est de l'évangélisation. C'est comment je dis à mon équipe qu'à partir de demain, ce serait cool d'intégrer ChatGPT, par exemple, à notre processus de travail.
sans qu'ils aient peur de perdre leur job? Comment j'explique à mes gestionnaires qu'il faudrait qu'ils parlent de ça à leur équipe? Comment j'explique à mon conseil d'administration qu'on va faire un prototype? Toute la politique qui vient C'est un peu ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, nous, quand on en fait, c'est ultra récent. Là. Honnêtement, j'ai rajouté ça, je pense, il y a 15 jours sur notre site web. Non, mais sérieux, c'est suite à une conversation que j'ai eue avec une cliente qui m'a fait réaliser qu'on avait une part à prendre dans le marché là-dessus parce qu'on en avait fait avec elle. Elle m'a dit, tu nous as aidé à faire passer, en fait, le projet à l'intérieur d'un conseil d'administration. Mais c'est ça, la stratégie. La stratégie, c'est comment tu transformes une idée qui est dans ta tête en réalité. C'est ça la stratégie. Alors, en agence de pub, c'est trouver un trou, mettons, dans le marché ou dans la com des autres marques, puis donner ça à mes créatifs pour qu'ils en fassent un spot de 30 secondes qui est malade. Là, Mais, ou une campagne qui va durer quelques semaines, quelques mois, puis qui va disparaître. Nous, on est sur des projets qui sont quand même beaucoup plus longs, parfois, qui sont plus hypothétiques aussi. Donc, c'est plus complexe parce que tu dois à la fois avoir le sparkle que tu as quand tu es en com, là, mais à la fois emmener tout le monde avec toi. Fait que c'est plus juste, OK, on va trouver, là, on va trouver. C'est comme, on a la réponse. On a la réponse. OK, je t'écoute, nanana. C'est souvent prendre une douzaine de problèmes, puis les faire de la couture avec, là, puis les faire un collier avec, je sais pas, puis t'attaches ça, puis tu fais comme, ça marche, puis tout le monde a été entendu, puis tout le monde va bénéficier de ce changement-là. On est beaucoup dans... Tu parlais de stratégie comportementale, là, c'est purement vraiment l'ethnographie. C'est comment tu prends un comportement A, puis tu le changes en comportement B, Mais il faut savoir mesurer ce comportement-là. Il faut savoir par quelles étapes tu vas emmener les gens. Alors, quand je dis les gens, ça peut être des clients, mais ça peut être aussi des consommateurs, ça peut être des employés, ça peut être un conseil d'administration. Y a-tu de la peur? Y a-tu un pouvoir ou un intérêt qui est variable? Y a-tu des préoccupations? Y a-tu des besoins? Y a-tu des attentes? Puis tout ça, c'est vraiment notre métier. En fait, on est souvent sur des mandats complexes, vraiment complexes, mais qu'on adore, vraiment. J'interromps ce podcast pour vous présenter le commanditaire officiel de l'épisode, Perrier Jablonski. Perrier Jablonski. Perrier Jablonski, c'est une boîte de stratégie à Montréal, donc stratégie de ressources humaines, communication, marketing, mise en marché, corpus, intelligence artificielle et ethnologie. Donc, si vous êtes un annonceur ou une agence qui avait besoin d'un soupçon de stratégie, juste un soupçon, juste une touche, appelez Gaétan et sa gang, ils vont vous nettoyer ça avant de commencer à dépenser des sous en com. ASMR. Et ici, on fait de l'ASMR avec le livre de Gaétan Amouric. Ce que vous avez à dire n'intéresse personne. L'art et surtout la science du pitch. Si vous êtes un ou une professionnelle qui devait présenter vos idées au quotidien, c'est le genre de livre que vous voulez lire avant de vous enfoncer dans les meetings à l'infini. Certainement, vous pouvez vous le procurer sur le site web de Perrier Jablonski. De retour à l'épisode. J'adore nos clients. Je vous aime. Je les aime beaucoup. Regardez-le, dis-leur. Bonjour, je vous aime beaucoup. Écoute, retournons dans le passé, Jérémy. Oui, on retourne dans le passé. Retournons dans le Nous passé. sommes en 1839. Moi, je connais pas Gaétan Je Amouric. sais, je t'en ai parlé à peu près 122 fois. Très souvent. Très C'est souvent. quoi la phrase, là? Tu vas tellement écrire des lignes que tu vas saigner des yeux. Gaétan 2011, novembre 22. Il m'a dit ça, puis Jérémy m'a demandé qu'est-ce que toi puis Gaétan vous faisiez au juste. Donc, écoute, si tu veux retourner 13 ans en arrière, c'est le temps de le faire. Parce que, écoute, moi, je te connais bien. Ouais. Jérémy ne te connaît guère. Je le connais guère. Et sans doute, d'autres gens de notre génération vont pas avoir la chance de te côtoyer beaucoup. Ouais, parce que je vais mourir bientôt. Ouais, en plus. bientôt, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, faut pas trop s'attacher, les gars. Fait que, tu sais, juste quick recap de ta carrière. De ta carrière. Quel moment on comme OK, on peut commencer. On peut-tu commencer tôt. Ah, Ouais, commence tu tôt, vas où hein. tu veux, mon homme. Mon homme. Maintenant, on se connaît. Ouais, on est proche de même. OK, moi, j'ai 11 ans, puis je programme des ordis. Puis moi, je suis né en 74, fait qu'on est en 85. Fait que tu sais, Stranger Things, là, tu sais, avec... Ah! moi, c'est toi, ça. c'est moi, ça. C'est toi, ça. C'était un film sur moi, un peu, fait que... Ils l'ont basé sur ma vie, là, ils disent pas vraiment. C'est ça, puis là, je suis dans un podcast. Quelque chose qui a foiré. The Biggest One, Perrier Jablonski. Donc, moi, je programmais des ordis à l'époque où, tu sais, c'était pas populaire de programmer des ordis. Fait qu'à part que ça inquiétait mes parents, puis que tout le monde pensait que j'étais fou allié, là. Parce que t'avais rien à faire avec un ordinateur dans ce
ce temps-là. Mais non. Puis, tu sais, en fait, j'ai dû apprendre l'anglais parce que le mode d'emploi était en anglais. Tu sais, j'ai 11 ans, puis moi, je suis... Français. Moi, je suis français, puis je suis né à la j'avais pas campagne. remarqué. Ouais. Mais non, je fais des efforts quand même. T'es né où, t'as dit? Je suis né à la campagne, mais je suis né creux, là. Tu sais, moi, je suis né dans un petit village à l'époque de 450 habitants qui s'appelle Charentonnet. Puis j'habite à 2 km de l'arrêt de bus. Oh boy. Si j'étais né au Québec, là, ça aurait été Waterloo, rang 8, là. Puis, tu sais, genre, l'arrêt d'autobus, il passe pas devant chez vous, tu sais. Ouais. Fait que ça, ce que ça a fait, c'est que je me suis emmerdé d'aplomb. Mais tout le monde s'emmerdait à l'époque aussi. Hein, il y avait 3 chaînes et tout ça. Là. Mais moi, je me suis lancé dans l'informatique, puis je programmais. Okay. Ça m'a jamais lâché. À 15 ans, j'ai commencé à écrire des tunes. Fait que j'aime bien dire que j'écrivais des programmes pour impressionner les gars, puis j'écrivais des tunes pour impressionner les filles. Puis ça marchait zéro, ni l'un ni l'autre, je veux dire. Fait que, mais quand même, moi, j'avais tout un monde imaginaire là, qui était super riche. Puis, encore une fois, c'est vrai, là, 2 km de l'arrêt de bus. Fait que, on le marchait ou on le faisait en vélo. Fait que ça donne du temps, là, 4 saisons, là, à penser à... T'es dans ta tête, là. Et c'est des bons souvenirs. Pour moi, c'est vraiment des bons souvenirs. Et c'est quelque chose que je vis encore. Je vis beaucoup dans ma tête. Et voilà, donc ça a commencé là. Puis, ils savaient pas quoi faire de moi, les profs, parce que j'ai un bulletin scolaire, là, je l'ai pas retrouvé, mais où c'était littéralement écrit que Gaëtan voulait aller en informatique, mais qu'il n'y avait pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir là-dedans, fais pas ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un prof... Dans ce temps-là, on pouvait écrire ça sur les bulletins des jeunes. Exactement, mais tu sais, c'est un prof d'histoire géo, tu sais, en 85 qui dit ça, tu sais. Fait que, non, mais sérieux, il n'y avait pas de filière, évidemment, là. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé en mécanique. Okay. Et puis là-dedans, il y avait des cours d'automatisation, de processus, là, de robots, robotique. Et pour moi, c'était facile, parce que je venais de la programmation déjà. Enfin, je venais de la programmation. C'est le gars qui fait... un développeur. Moi, je viens un petit peu de ce monde-là. Dans le rang 8 à 50 ans. T'inquiète même pas avec ça. Non, mais pour moi, c'était facile. Ils programmaient des robots en France. Puis en plus, les profs, on les rendait fous parce que, tu sais, il y avait genre la salle informatique, où il y avait comme 8 postes d'ordi, puis on les rendait fous, les profs, parce qu'on imprimait des conneries, ils savaient pas d'où ça venait, tout ça. Bref. C'était vraiment le fun, mais je pensais pas que tout ça allait faire un métier, tu sais, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes entre la programmation, les automatisations, l'écriture, tout ça me préparait à ce que j'allais faire dans la vie, mais tu le sais pas quand t'as 11 ans, 15 ans, puis bon. Et donc, j'ai tout de suite trouvé une job en pub, mais ça a été un peu un miracle. Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait jamais travaillé en pub. Puis moi, à ce moment-là, j'ai 19 ans et demi. En France encore? En France. Tu as travaillé en France? J'ai travaillé à Montréal. J'ai travaillé 7 ans en France. Mais moi, j'ai commencé à 20 ans. Donc, quasiment quelques jours après mes 20 ans, là, je rentre en agence de pub puis je fais du média. Et à l'époque, en France, acheter du média, on était une agence lyonnaise, mais qui achetait du média national, ce qui était plutôt rare. Ça veut dire que ici au Québec, quand tu achètes du média télé, tu t'appelles Radio-Can, tu appelles les régies publicitaires, tu leur dis, tiens, j'ai 400 000, j'ai 600 000, puis eux autres, ils t'envoient un plan média. En France, c'est toi qui dois le faire à la main. Puis tu sais, c'était du fait main, tu choisissais les écrans de pub, tu choisissais le film du dimanche soir, puis dépendamment de c'était quoi comme film, tu devais coller la shot de Die Hard 3, tu le gardes-tu ou pas, ton spot qui va passer. Fait qu'il y avait beaucoup de guests, là. C'est comme une sorte de bourse, là, fait que... Donc ça m'a vraiment appris une autre affaire, genre la rigueur et tout ça que j'avais pas vraiment au début. Mais on the side, je programmais, fait que moi, je programmais des macros là, dans Excel, puis tu sais, je pouvais faire des prévisions d'audience avec ça, puis tu sais, je me suis fait un peu repérer là-dedans, et c'est le moment où, à force d'écrire des tunes on the side, je me fais repérer par Jean-Jacques Goldman. Pour vrai? Ouais, à 22 ans. À cause de tes tunes ou à cause de ta programmation? À cause des tunes. C'est qui, Jean-Jacques Goldman? Non, mais attends, on va te l'expliquer. Écoute bien ça. Attache ta tuque. Je suis pas prêt. En fait, je pense que, sans insulter personne, on peut dire que Jean-Jacques Goldman est le gars qui a mis Céline Dion sérieusement sur la map. Elle l'était avant, mais c'est lui qui a écrit l'album 2. En fait, pendant les années de ma vingtaine, donc à l'époque des chevaux et de l'eau non courante, on avait la polio, mon gars.
On pouvait mourir en tombant sur une lame de rasoir. Je travaillais pour Jean-Jacques Goldman. Mon père est mort en se rasant. Non, mais ce gars-là écrivait 60% des tunes qui passaient à la radio. OK. Au Québec ou en Europe? En France. OK. Dans la francophonie, je pense. Ouais, dans la francophonie. Puis non seulement il écrivait pour lui, puis il avait un talent hallucinant à écrire pour les autres. T'sais. Et puis, moi, une fois, je lui envoie un courrier de fan, là, puis je fais comme... Mon père est mort en se rosant. S'il vous plaît. Puis, j'envoie des tunes, puis lui, il me répond en disant j'ai lu ça, bravo, félicitations. Pour vrai? Puis il me fait des petites références à les tunes. Moi, ça me suffisait, je pouvais mourir là, à 22 ans. J'étais comme. Pour moi, c'était comme. That's it. I've done it. Et sauf que quelques temps plus tard, c'est le jour de ma fête, j'ai un appel. Puis c'est un message, c'est bonjour, je m'appelle Robert Goldman, je suis le frère de Jean-Jacques Goldman, puis il m'a passé vos textes, puis là, on va travailler ensemble. Ah. Puis là, pendant une semaine, j'essaie de trouver le calice qui me fait cette joke-là. Tu sais, je me dis comme, ça peut être juste un ami à moi qui m'a fait une joke, parce que moi, je l'avais dit. À ta fête, en plus, ouais. Le jour de ma fête, je fais comme, vous êtes vraiment con, est-ce que... Puis genre, ça prend un autre 3 semaines. Le gars, il me rappelle, il me fait, je sais pas si ça t'intéresse encore, mais en tout cas, je suis toujours Robert Goldman. Le gars, je le rappelle, je fais comme, je pensais vraiment que c'était une joke. Puis on a travaillé ensemble. Ça n'a rien donné, parce qu'à l'époque, la manière que ça fonctionnait à l'époque, c'est que tu pitchais, tu sais, genre Patricia Cass lançait un album, puis là, il y a plein de monde qui font des tunes à Patricia Cass, puis tu te pointes là, puis tu dis, OK, nous, on en a 5, nous, on en a 3. Là, ils font une sélection de... Et t'avais toute la gang à Obispo qui en livrait 47. Et eux, ils gagnaient tous les pitchs. Ouais. Et sauf que moi, à ce moment-là, dans mon agence où je fais du média, eux autres, ça sonne une cloche, ils font comme, OK, mais ce gars-là, on va le passer à la création, tu sais. Fait que... C'est un génie. Fait que attends. Fait que là, t'es en média, Jean-Jacques Goldman et son équipe te demandent de faire un roster ou de participer au roster de chansons pour les pitchs. J'ai fait ça pendant plus d'un an, là, tu sais. Puis ils t'ont mis à la création. Et les gars, c'était par fax, OK? Je leur ai envoyé des tunes par fax. Les gars, par fax. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un fax, savez-vous quoi? Même moi, je le sais pas. Ça se pourrait même qu'il y en ait qui le connaissent pas. OK, fait que là, c'est là que t'es passé à la création. C'est dommage, je savais pas ce bout-là de l'histoire. C'est ça. Ouais. C'est là que ça a envoyé un signal à l'agence Eurospace pour laquelle je travaillais à l'époque. Puis là, je suis passé en création. Ah ouais! Donc, en fait, c'est grâce à Goldman que j'ai fait de la création. Fait que, tu sais, c'est... Encore une fois, ça n'a pas marché en tant que tel, mais moi, ça m'a donné une confiance de feu. Tu sais, parce que là, à un moment donné, il y a Dieu sur Terre qui te dit « Hey, t'es bon, continue. Ouais, » Fait que c'est pour ça que c'est hyper important. T'es sérieux, là. Pour moi, c'est une leçon aussi, là. Tu sais, comme... Tu sais, t'es Goldman, là. T'as pas besoin de répondre à un petit cul de 20 ans qui t'envoie des textes, là, tu sais. T'es rendu, là. Mais bref, c'est des super bons souvenirs, mais en même temps frustrant aussi parce que, tu sais, j'aurais aimé que ça marche, mais j'en avais pas besoin. Puis à un moment donné, on avait eu des grosses conversations avec Robert et tout, puis il me dit, man, il faut que tu montes à Paris, tu sais, puis ça va marcher pour toi. Puis je lui dis comme, parfait, il en est hors de question. Pour vrai? Ben, moi, j'avais une job steady, mon gars. Fait que en France, tu lâches pas un CDI pour aller travailler avec le Star System. C'est les années 80, hein? Ouais, non, tu fais attention. Parce que, tu sais, en France, tout le monde est au chômage, sauf ceux qui travaillent. Fait que, tu sais, quand tu travailles, ben, tu lâches pas ta job. Fait que tu lâches pas ta job. Mais moi, encore une fois, ça m'allait parce que j'ai découvert le métier de la création qui était identique. Tu sais, pour moi, que tu travailles pour... faire une pub pour Sico ou écrire un texte pour Marie-Mé, là, pour moi, c'est le même travail. C'est qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi les... Puis après, il y a une technique d'écriture puis que j'ai gardée parce que c'est sûr que quand t'es songwriter... Moi, je suis pas musicien. Là, je fais du piano, je fais de la guitare, mais pour m'accompagner. Là, mais t'as quand même une sonorité, t'as quand même une rythmique de phrases et tout ça que tu retrouves chez des bons rédacs. N'est-ce pas? Bonsoir. Et que tu fais travailler. Tu sais, les bons rédacs, tu peux avoir la conversation de ta phrase, elle commence vite, mais elle s'arrête. C'est un peu lent à la fin, puis les gens ils font comme I know. Je comprends. Tu comprends. Ouais. Fait que, mais tu sais, quelqu'un de normal. Les gens normaux, les gens qui. Les moldus. Qu'on appelait le petit peuple, hein, n'est-ce pas? Oh, ouais, les moldus, les civils. Ceux-là. Les gens. Non, mais tu sais, c'est vrai que ça a pas. Tu sais, tu te dis comme il se crasse vraiment sur 4 mots, là, voyons donc, mais tu le sens et c'est un métier. Et en fait, moi, je le fais encore chaque jour, ce métier-là, d'écriture. Puis tu dis cette phrase-là.
elle sonne pas. Elle est pas Ou, correcte. tu sais, elle fait... Es-tu capable de le dire à ChatGPT un peu plus rapide, un peu plus Non, lent? mais en fait, c'est là où tu le sens. C'est-à-dire que moi, je l'utilise tous les jours, j'adore ChatGPT, mais il me battra pas de sitôt, tu sais, parce que, tu sais, encore une fois, dans la vélocité d'une phrase ou, tu sais, dans une rime que des fois, tu vas un petit peu forcer parce que ça rajoute un petit peu du rythme, mais que t'as pas besoin, t'es pas en train d'écrire des alexandrins, là, tu sais, mais t'avais besoin d'accélérer. Fait que là, t'as mis des petits easter eggs dans un texte, t'as mis plein de trucs, ça se sent, même si tu connais pas ça se sent. Mais à faire, c'est plus compliqué à briefer. Disons que moi, je serais devant l'algorithme en train de le programmer, je saurais pas quoi lui demander. Tout à fait. OK. Mais là, on va retourner Oui, à avant sa de tomber dans carrière les parce que airs. moi, j'ai entendu des récits sur ton arrivée au Québec. J'aimerais ça que tu me parles du Grand Saut. Il cachait les femmes. Parce que t'as quand même été parti de ton pays. T'étais un expat, dans le fond. Ouais, mais Puis- OK, ouais. Puis t'es arrivé ici, chez Taxi, je pense. Right? Au départ, je suis arrivé dans une agence digitale. OK. Et parce que année 2000, les amis, année 2000, Oui, on le a, bug. on a tous 27 ans, n'est-ce pas? L'Eldorado. Donc, à ce moment-là, moi, en France, j'avais travaillé pour des clients digitaux. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire du web en 94 à peu près, là. Je suis né en 94. Voilà, alors, va te faire foutre, déjà. Je suis né quand tu travaillais dans le web. D'accord. Hey, on a des bons invités sur ce podcast-là. Hein? Ils ont une longueur d'avance sur nous autres. Fait que, tu sais, moi, j'ai commencé à faire des bandeaux web. Je commence, puis je programmais. Ouais, En 94? Ouais. Tu faisais des bandeaux web en 94. Mais en fait, moi, mes clients étaient des fournisseurs d'accès Internet. En 94, le web était en construction. Non, pas tant. En 90. Ouais, mais... Parce qu'en 94, je suis allé sur mon premier site web. ouais. C'était les aventures de Tintin.com. C'était toutes les devantures de les pages couvertures. Ouais. C'est le premier site web que j'ai consulté de ma vie. Oh. Et il y avait les bandeaux à Gaétan dessus. Mais oui. Ouais, puis C'est toi qui faisais ça. C'était marqué « Cliquez ici Oui, c'est ça. ». Parce que de toute façon, il y a juste ça qui marchait. Mais non, mais j'ai un service... J'ai fait le service militaire, les gars, parce que c'est obligatoire en France. Ça, je l'ai fait en 96 et j'ai eu 1 an et j'ai codé un site web d'accords de guitare. Fait que c'était comme une sorte d'algorithme. Là. Tu mettais les touches là, que t'avais, tu mets ton doigt là, puis lui, il disait pas ça, c'est un fa dièse septième. T'sais. Fait que j'ai passé mon année à faire ça, puis c'était pas mon premier site web. Fait que oui, le web commençait là. Mais encore une fois, juste avant mon service militaire, parce que le service militaire, je l'ai fait au plein milieu de ma job, là, moi, mes clients étaient déjà numériques. Ils vendaient de l'accès Internet. Fait que c'est une chance aussi que j'ai eue, là. Fait que ça m'a permis de me connecter bien vite. Fait que je suis arrivé en 2000 ici. C'était le début des communautés virtuelles. Ça, l'idée, le pitch, là, c'était les gens, ils auront comme une deuxième vie sur les internets. Puis tu sais, ils s'enverront des messages et tout ça. Puis tout le monde te regarde en disant comme... Hey man, on parlait de Trailblazer dans d'autres épisodes. On a Non, c'est un Trailblazer mais, du web ici. mais honnêtement, c'était pas mon idée. Tu sais, j'aurais t'as été aimé dans ça. les Là. travailleurs d'eux, t'as été dans les artisans du web. Définitivement, mais on en vendait 0, ça a fait de faillite parce que... C'était ben trop. Je te jure, on allait faire avant-gardiste, là. Puis en plus, il y a un problème que j'ai continué de voir longtemps après puis qui m'énervait beaucoup, c'était que des gens de web allaient voir L'Oréal en disant « mais c'est pas très compliqué, c'est brancher un CMS que nous, on va mettre en back-end sur du PHP, et puis là, nous, on va balancer. » Et puis les gars de L'Oréal, ils disaient « on comprend rien à ce qu'ils disent, quoi. OK. » Et donc, moi, j'aimais pas ce disconnect-là entre le digital qui essayait de forcer à des clients traditionnels qui comprenaient pas. Et puis, ils se prenaient tous pour des imbéciles. Fait que, tu sais, ça marchait pas. Fait que j'ai remonté mon portfolio, puis j'ai cherché une job et je suis tombé sur Jean-Jacques Streleski. Chez Taxi. Chez Taxi. Wow. Et lui, il m'a fait rentrer. Ça, c'était en 2001. Tabarnouche. OK. Ouais. OK. Ça fait 2 ans et demi, c'est enculé. 2 ans et demi. 2001, ça rappelle même pas. Je sais pas. Wow, OK. Puis écoute, moi, j'ai entendu ton arrivée chez Bleu, Blanc, Rouge quelques années plus tard. Puis ça l'a été... Ça a été à la jonction d'une explosion chez Bleu, Blanc, Rouge où tu as été un des éléments déclencheurs, je pense. Là. Si tu veux nous raconter ce moment-là, parce que ça l'a marqué, okay, ça a marqué une génération de créateurs quand même. Ça a été préparé par Taxi, parce que moi, je suis allé chez Taxi à l'époque où il y avait Paul et Jane. Paul et Jane étaient 2 des plus grandes personnes créatives qu'il y avait au Canada.
Paul était dans le top 20 des plus grands créatifs au monde, selon Cannes. Et Jen était dans le top 10 des plus grands designers au monde. Puis c'était un couple. Puis eux autres, ils avaient fondé Taxi Montréal il y a quelques années. Et puis comme ça allait bien, ils ont déménagé à Toronto, puis ils ont fermé Montréal. Et ils avaient des clients, notamment TELUS, qui leur disaient ça vous prendrait une agence à Montréal. Et donc là, Jean-Jacques a ouvert le bureau avec Louise posée à l'époque, et ils m'ont donné ma première job. Mais Paul et Jane, rouvrant à Montréal, s'étaient acheté une maison dans le Nord, puis ils venaient tous les vendredis, genre avec des lampes, des divans, puis tout ça. Puis tu sais, ils s'arrêtaient au bureau, puis ils disaient, puis toi, tu travailles sur quoi? Puis tu sais, encore une fois, on était 3-4 employés, là. Fait que moi, j'avais comme les 2 plus grands créatifs au monde qui étaient partis de mon épaule, puis disaient, travailles sur quoi? Moi, attends, moi, je vais te faire la DA. Ma première campagne, j'étais rédac, c'est Paul Lavoie qui a fait ma fucking DA. Pour vrai? Ouais. C'était pour de l'absinthe, je m'en rappelle. Fait que moi, j'avais fait des petits poèmes, là. Et c'est lui qui m'a fait travailler en premier, qui m'a fait saigner des yeux, quoi. Donc, je te l'ai refait après. Je travaillais pour Mini, c'était le lancement de la Mini Cooper. Ouais, un jour, on a lancé la Mini Cooper à Montréal. Exactement. J'avais 3 ans. C'est pour ça que je vais devenir agressif à la fin. Ouais, et puis tu sais qu'en 2007... Wow, donc, on lance la Mini Cooper, puis lui, il me faisait écrire des lignes, puis il me disait... fais-moi des lignes sur le fait qu'elle soit sexy, là. Fait que tu fais des lignes, puis tu sais... T'as rien d'autre à faire qu'écrire des lignes. Là, t'es sur les Macs qui étaient transparents et colorés. Là, t'es comme, OK, mais là, j'en ai écrit 30. Là, je peux pas... Puis là, il me fait, OK, ben, fais-en d'autres sur le fait que, tu sais, genre, tourne vite. Là. Fait que là, t'en écris 60. Puis, tu sais, au bout d'un moment, tu te dis comme, hey, j'ai plus de jus, man. Mais en fait, ce gars-là m'a fait réaliser que quand t'as plus de jus, t'en as encore, puis t'en as encore, puis t'en as encore. Puis lui, il dit, ah, OK, celle-là est bonne. Tourne les pages. Ouais, celle-là, retravaille-la encore, tourne les pages. Puis tu sais, il y avait 60 lignes. Des pages d'idées, là. De lignes, là. Il y en avait comme 100, 150, 100. Fait que les concepteurs-rédacteurs qui arrivent avec une page d'idées puis qui choisissent là-dedans, puis c'est terminé. Non, mais si t'arrivais là en disant comme, hey, j'en ai une vraiment bonne, il va te dire, non, t'en as une. Puis moi, je vais te dire, c'est vraiment bonne. Okay. Fait que tu sais, j'écrivais beaucoup, puis il lui dit, là, elle est bonne, puis elle est bonne. Puis à la fin, il mettait ça dans des layouts Mini Cooper. Puis, tu sais, l'année d'après, ben moi, je gagnais mes premiers prix avec ces lignes-là parce que c'était des lignes de rédac de fou. Mais, il y en a qui sont restés un peu dans les annales, là, tu sais, genre, il y avait Look 514, prix 450, tu sais. Des trucs comme ça, tu sais. C'est des trucs qui, moi, m'ont marqué. C'est quand même une bonne ligne. On va se le dire. Look 514. Prix 450. Prix 450. C'est très bon. Parce qu'à l'époque, mon petit bonhomme, le 450 de cheap en tabarnouche. Aujourd'hui, c'est plus. Mais voilà, en fait, là, j'ai appris un truc que j'aimais, c'était l'effort. C'était en faire beaucoup, puis peut-être, maybe, au milieu de tout ça, il y en aura des bonnes. Fait que c'est quelque chose que j'ai juste perpétué. Donc, au bout d'un certain temps, chez Taxi, au bout de quelques années, malgré tout, on était une petite agence un peu dépendante de Toronto, puis c'était beaucoup de Toronto qui a gagné tous les prix et tout ça. Fait qu'à un moment donné, moi, j'avais besoin de pouvoir jouer sur le terrain. Là, j'avais besoin de pub originale parce que je faisais beaucoup d'adaptes et tout ça. Là, j'avais besoin de pub originale, j'avais besoin d'occasion. Et c'est là où je rencontre Sébastien Forêt. En fait, c'est Benoît Chapelier qui me dit « Appelle Sébastien Forêt ». Et puis, les deux, ça ressemble à une blind date. C'est-à-dire que moi, je sais pas c'est qui. Lui, il sait pas je suis qui. Puis, il me vend son move chez Bleu, Blanc, Rouge. Puis, je lui dis « Ben, parfait, quoi ». Mais à l'époque, Bleu, Blanc, Rouge est du top 38 des agences, ils sont 39e. Les gens appellent ça Bleu, Blanc, Brun. Puis, c'est une agence qui est pas mal en point. Qui n'est pas démarrée, là. Ouais. OK. Et t'as Forêt qui arrive là puis qui dit ben moi je préfère aller là que me partir une agence tout seul là, dans mon sous-sol là, puis c'est la décision qu'il a prise. Et puis il avait besoin de s'entourer. Et puis j'ai été son premier sa première embauche. Puis à l'époque, encore une fois, il nous dit on va être c'est quelqu'un de très énergique là, Sébastien Ferrand, on va être top 50 50. Mais c'est comme si tu étais sur un radeau, là, puis tu nous dis, on va être le Titanic bientôt, les gars. Tu fais comme, OK. Il a réussi, par exemple. On a été top 3 en 3 ans. Au Canada. Pas top 5. Au Canada, là. Au Canada. Mais moi, c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin d'un gars un trailblazer, qui tasse les emmerdes devant, puis qui me laisse travailler en arrière. Puis moi, j'étais prêt. J'avais 30 ans. En fait, ça a été drôle aussi, parce que
Je rentre là comme rédac. Et puis là, j'ai un petit garçon. On accouche de Léo, qui a 19 ans aujourd'hui. Allô, Léo. Et, Salut, Léo. Salut. Salut, mon petit bonhomme. Salut, Léo. Toi non plus, t'étais pas né en 2000. Bah non. Et donc, on est en 2004 d'ailleurs. Et puis, Forêt, il m'appelle. Puis, tu sais, genre, je me rappelle, j'étais à Brossard devant une caisse populaire. Puis, il me fait, ça te tente-tu d'être directeur de création? Je fais comme, OK, mais attends, moi, je suis 3 mois off, là, parce que j'ai mon petit, là. Puis, moi, je pourrais pas finir à 8 heures du soir. Tu sais, je pourrais pas. Il me fait, je m'en calisse, man. Tu t'organises comme tu veux, là. Tu veux-tu être directeur de création? Je suis comme, oui. Fuck oui. Puis, j'avais 29 ans. Fait que j'ai dit oui, puis je suis devenu directeur de création. 29 ans. Aujourd'hui, t'as 29 ans. Ben, tu vois? Ben là, vous avez des points en commun, Ouais, les gars! On vient les deux d'un fond de rang. En plus, c'est parfait. C'est parfait, man. Fait que voilà, ça a été une super histoire. Fait que, mais moi, ce que j'aimais chez Bleu, Blanc, Rouge, c'est qu'on avait beaucoup d'occasions. Fait qu'on a fait de la merde, là, tu sais. Pas plus, pas moins. Mais ce qu'il fallait, c'est assez d'occasions de shiner. Mais vous en avez eu en tas. On en a eu tellement, là. Comme, à la comme fin, la liste de clients que j'ai listée tantôt viennent Ouais. à peu près tous de Bleu, Blanc, Rouge. Ouais. Genre toutes, là. Ouais. Comme Non, on non. parle de Apple, Burger King, Sico. Apple, c'est une Oli- autre histoire encore. Ouais. C'est pas- On n'est pas embarqué là-dedans. On n'est pas embarqué là-dedans. Mais moi, premier j'ai hâte que podcast tu me de parles, 8 j'ai hâte que heures, tu me parles j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé. J'ai travaillé là-dessus de loin, mais comme t'as quand même été au devant de la construction de cette réputation-là, tu sais, chez Bleu, Blanc, Rouge. Oui, mais tu sais, c'est facile à dire après. Là, tu sais, sur le moment, tu travailles fort, puis that's it. Mhm. Puis tu sais, tu veux faire chier Sidley, tu veux battre le G2, tu veux clencher Cossette. Tu sais, c'est ton quotidien. Tu sais. Enfin, ton quotidien n'est pas d'en vouloir aux autres, là, mais Non, mais d'être meilleur. tu travailles fort. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, ce à quoi je tenais beaucoup, c'est d'être le meilleur de tes employés. Tu sais. Moi, j'ai un papa qui était chef d'atelier. Tu sais, il travaillait fort tu sais, dans la sidérurgie. Tu sais, il fabriquait des échangeurs de température. Là, tu sais, il était chaudronnier. OK. Mais il y a 2 trucs qu'il faisait. T'arrivais le matin, il m'est arrivé de le suivre à l'usine, là, puis il disait bonjour à tout le monde. Mais il y avait 90 employés, là, puis il passait une demi-heure. Salut, ça va? Salut, comment ta femme, ça va? Non. Il passait tout le monde, puis il disait bonjour. Puis deuxièmement, s'il y en a un qui galérait, là, il pouvait lui faire regarde, tasse-toi, là. Bzz, 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 bzz. Il faisait les trucs, puis c'était le meilleur d'entre eux. T'sais. Donc, Il moi, peut tout faire. Là. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré puis que j'ai fait pareil. C'est comme, je dis bonjour à tout le monde le matin. Encore aujourd'hui, je dis bonjour à tout le monde le matin. Et si tu as un problème, regarde, je peux te montrer comment faire. Pour moi, le respect créatif passait par là. Il y a eu des directeurs de création qui étaient des bons directeurs de création, mais pas des bons créatifs. J'avoue que moi, j'étais pas ça. T'sais. Après, c'est plus difficile de laisser ton équipe jouer parce que toi, tu as envie de tout refaire en arrière. Là. Ouais. C'est pas bon. Fait que ça m'a pris un peu de coaching. Sébastien m'avait aidé là-dedans Ouais. pour que je sois pas le gars qui est toujours au crédit parce que, oui, on fait du stock, mais à chaque fois, le meilleur stock, c'est le tien. Fait que c'est pas une bonne idée non plus. Il faut l'apprendre aux gens. T'sais. Et c'est un peu pareil quand c'est un chef cuisinier, c'est le fun. Si tu as un resto, mais si tu as 5 restos, tu pourras pas faire la bouffe dans 5 restos. Fait que t'es mieux d'inspirer quelqu'un et puis de lui montrer comment faire. Puis ça, c'est vraiment difficile. Le faire mieux que tout le monde, c'est quelque chose. Tu t'en rends pas compte parce que tu le fais. Fait que, Ah ouais. Mais l'enseigner à quelqu'un, c'est autre chose. Fait que ça a été un autre chapitre de ma carrière quand même. C'est de l'enseigner avec beaucoup de... J'avais quand même une mauvaise réputation. J'osais pas le dire. Parlons-en Non, de ta mais- mauvaise réputation. mais Non, mais t'es quand même arrivé... Écoute, je suis quand même bien placé pour savoir c'est quoi travailler sous Gaétan Amouré. Parle-moi-en. Écoute, vous pouvez me passer en entrevue, les boys, ça me fait plaisir. Là. Mais t'avais quand même une rigueur. C'est le premier mot qui m'arrive. Une rigueur et une approche qui est assez directe et Ouais. franche. Tu sais. Ouais. Moi, je me rappelle pas juste les premières présentations que j'avais avec toi, mais comme les 20 premiers projets qu'on faisait ensemble ou les 20 premières participations que je faisais sur les comptes de Montréal, il n'y avait rien qui était bon. Il n'y avait rien qui passait. Mais tu n'étais pas si pire parce que tu me réinvitais non. tout le temps. Non, mais C'est je comme- m'en souviens. Enfin, je m'en souviens pas. Pas parce que toi, tu étais spécifiquement problématique. Je m'en souviens que c'était de la merde quand tu On va appeler Dominique, le gars à qui on dit non tout le temps. Viens, leur fait perdre leur temps. Ça va être le fun. Non, mais c'était constructif quand même. Mais t'étais OK. un directeur de création Moi, il y a plusieurs direct. trucs. Il y a plusieurs trucs. D'abord, les gens m'intéressent pas. OK. Mais je le dis franchement, c'est-à-dire que
Moi, je pense que je suis un peu autiste, là, tu sais. Un peu? Ou sur le spectre un peu. C'est-à-dire que quand on fait un truc, on regarde le truc ensemble, là, mais ce qui se passe autour m'intéresse pas. Puis quand je dis que ça m'intéresse pas, c'est pas que je m'en fous puis que je m'en crisse, là. C'est juste je le vois pas. Fait que, tu sais, si tu me fais valider 20 lignes, là, je vais dire comme, oh, OK, ça, c'est de la merde, ça, c'est nul, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas pire. Mais tu sais, il faudrait... Mais c'est parce que je regarde pas la personne qui est en train de... Désécrire les 20 Les écrire lignes. parce que moi, je m'en fous. Comme moi, je fais abstraction de moi-même quand je travaille, moi, je suis dans ma tête, fait que je suis pas dans la posture du gars qui est en train d'écrire avec une écharpe au vent, tu vois. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est comme, c'est pas assez bon, fait que je la sortirai pas de ma tête tant que ce sera pas assez bon. Fait que c'est pas méchant, c'est comme, OK, mais on a une job à faire aussi, là, tu sais, je veux dire... Tu sais, t'as fait de la musique longtemps. S'il y a quelqu'un qui a une guitare qui n'est pas accordée, tu vas être obligé de lui dire « Dude, esti, t'es pas accordé, puis ça marche pas avec nous autres. » Fait que c'est un peu ça. Puis après, c'est sûr que t'es entouré de gens qui acceptent ce côté un peu extrême et qui le cherchent aussi. Tu sais, parce que j'ai eu beaucoup de créatifs qui sont venus me voir en me disant comme « Man, tu peux y aller. Là. Tu sais, je suis capable d'en prendre. » Et puis le niveau augmente. Tu sais, c'est tellement facile de dire « oui » là. Peut-être te dire, OK, ben on n'a pas le temps, puis de toute façon, c'est assez bon, regarde. Le client, il verra pas que c'est pas bon. Fait que, regarde, c'est bon. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était personnel, là. C'était comme, tu m'as demandé mon avis, je vais te le donner. Puis, tu sais, il faut que ce soit la meilleure ligne possible. Puis, s'il nous reste encore un autre 2 heures, ben. Tu vas la prendre. Je vais les prendre. Puis, tu sais, on n'était pas, genre, on finissait pas à minuit, là. Tu sais, on n'était pas l'agence qui travaillait le plus fort dans le sens où il y a des agences qui sont réputées pour faire des heures, peut-être pour que ce soit souffrant et tout ça. Nous, c'était pas ça, puis c'était quand même dans la bonne humeur, parce que, tu sais, c'était casual. Mais c'était la passion des artisans qui regardent un truc puis qui disent « On l'a pas encore, Steve! » Fait que... Fais-les. On va le travailler. Puis, tu sais, si à la fin, je suis obligé de te tasser pour la faire moi-même, la ligne, mais que c'est mieux, c'est ça qui va arriver. Fait que, tu vas être écœuré, mais au bout d'un moment, ça va être ton tour, puis tu sais... Je vois pas le problème, en fait. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, on est dans des jobs créatifs. Il y en a plein dans vos jobs, des gens qui peuvent dire comme, regarde, it's good enough. On l'entend toutes les semaines. Tout le temps. Toutes les semaines. Les clients, les collaborateurs. Je pense que c'est pire depuis le digital avec un volume intense. Là, c'est comme, ça va le faire, ça va passer dans le Puis c'est vrai que des fois, c'est un truc dont j'ai parlé avec Arnaud Soli. J'ai invité Arnaud Soli en conférence avec moi. Le sujet, c'était sur la répétition de la création, puis à quel point tu pouvais devenir fou. Comment tu fais pour maintenir... Et il m'avait dit des trucs super intéressants. Il m'avait dit d'abord... Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est que lui, il avait été chroniqueur. Je l'ai invité en janvier 2020. Fait que c'est pas que je pense pas que c'est de sa faute, la COVID, là, mais en tout cas... Ben, c'est quand même on bien était sur une ouais. bonne lancée, là, mais c'était avant qu'il explose vraiment, pendant la COVID et tout ça. Là. Mais c'est un gars super généreux. À chaque fois que je le recroise, on se reparle d'un peu de création, puis on se dit « Ah, faudrait qu'on s'appelle, on s'appelle », puis on s'appelle pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce gars-là. Puis ce que j'aimais, c'était son passé là, de chroniqueur. Genre, tous les matins, là, tu passes à la radio, tu as un segment, puis tu fais comme « Hé, hé, ho, 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 ha, ha, ha ». Puis je fais « Comment tu fais ça? » Puis il dit d'abord, si tu veux que ce soit parfait à chaque fois, tu vas devenir fou. OK. Tu vas te devenir fou. Mais là, ça clash quand même avec ta philosophie. Ouais. OK. Deuxièmement, ce que pour toi est enfin la joke parfaite, ben, ça passe, puis tu sais, les gens t'en parlent pas, mais une autre joke que toi, tu as trouvée moyenne, les gens t'en parlent. Fait que toi, ta perfection à toi, c'est peut-être pas la perfection des autres. Puis ça, c'est sûr que c'est quelque chose que... Tu sais, si je regarde mon portfolio a posteriori, là, tu sais, c'est pas quelque chose que je fais... je fais jamais. Mais tu sais, si je devais regarder les campagnes que j'ai faites, je suis sûr qu'il y en a, je me dirais comme... Je me suis battu pour ça, mais je suis pas sûr aujourd'hui que ce soit vraiment... J'avoue que j'avais quand même un style un peu compliqué, tu sais, de création. Attends, je vais juste faire un parallèle ici. Un exemple. Un exemple de style compliqué. OK? Parce que Gaétan a quand même un humour un peu à gauche, pour ceux qui le connaissent moins. Et puis, on travaillait tous les deux sur la couverture du magazine de Tourisme Outaouais, dans le temps que c'était l'outil de vente principal. Je pense que c'était imprimé à quoi? 80 000 copies? Ouais. C'est énorme. Donc, le cover de magazine, c'est le hero shot de ce qu'il faut. C'est moi qu'il fallait qu'il l'écrive. C'est ton hook. C'était le seul hook. J'ai 7 mots pour hooker les gens à venir visiter. Je travaille pendant des semaines. Okay? Ça faisait une couple de fois qu'il me disait que c'était pas très bon ce que je faisais. Je travaille pendant des semaines. C'est de la merde. Et étrangement, on avait choisi la photo
T'en rappelles-tu? C'était la photo du pont Alexandra qui mène vers le musée... Alexandria ou Alexandra? Alexandra, qui mène vers le musée de l'histoire. Puis on voit une photo de Gatineau. Puis Gaétan a dit, je pense qu'il va falloir trouver une ligne là-dessus. Moi, je trouve tous les parallèles avec le Québec. Le Québec, c'est beau. Le Québec, c'est loin, mais c'est beau. C'est le bout du Québec. Gaétan, il dit, on dirait qu'ils ont installé un pont pour ceux qui savent pas nager. Fait que là, je fais fi de cette ligne-là. Je continue d'écrire. Et je pense que je suis parti en vacances autour du mois d'avril-mai. La ligne finale, c'est on a même un pont pour ceux qui savent pas nager. J'étais comme, tu me niaises, tu gaulisses. C'est une bonne ligne. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. J'étais comme, OK, bref, fin de la parenthèse. Il a un style particulier, mais qui a fait ses preuves. Donc, continue. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr, mais Paul Lavoie me faisait faire ça. C'est-à-dire qu'il t'épuise un sujet, t'épuises le sujet Gatineau, machin truc, puis tu regardes ça, tu fais comme, c'est vrai que moi-même, je pourrais peut-être pas en rajouter, mais les gens, ils savent, je pense, que bon, là, il y a un Gatineau aussi. On peut-tu faire d'autres choses? Fait que, c'est un peu ça. Mais ça, j'aime beaucoup ça. Puis, j'avoue que ça fait un lien avec le boulot que je fais aujourd'hui. Le lien avec le consommateur final, avec ce qu'ils ont dans la tête. C'est rare qu'on ne les prenne pas pour des imbéciles absolus, là, les gens. Et j'avoue que moi, je suis un peu en guerre contre ça. Il y a plein de gens qui ont un cerveau, qui sont capables de comprendre ceci ou cela. Enfin, voyons donc. On le voit, moi, je suis un grand fan d'humour au Québec. Là. Il y a plein de formes d'humour au Québec. On a un appétit pour ça. Puis c'est des gens qui jouent avec nos cerveaux. Là, pourquoi nous autres, on ne pourrait pas faire ça en rédac ou en stratégie? Il y a un appétit. Ouais. Il y a un appétit pour raconter des histoires. Il y a un appétit pour faire de la stratégie plus émotive. Quand tu fais un manifeste, nous, il nous est arrivé de diffuser un manifeste, puis les clients, ils se mettent à brailler, là. Ah ouais? Ouais, parce que tu viens les chercher, non. Parce que justement, c'est écrit un peu comme du Goldman, là, mais pour vendre un truc, ou pour. Quand je dis vendre, là, tu ne vends pas des pneus d'hiver, là, mais pour expliquer d'où vient telle la mission d'une entreprise. Puis moi, je trouve ça bien. Il y a plein de gens qui te diraient, oui, mais non, il faut raconter l'histoire. Ouais, mais non, il y a de la place à l'émotion. Il y a de la place. Pourquoi on n'aurait plus droit à ça, soudainement, parce qu'on est arrivé au bureau puis qu'on est un employé? On a le droit à ça aussi, non? Ouais. Fait qu'il y a plein de places, et il y a plein de places à plein d'émotions différentes. Parlant de pub, là, ça va tomber dans le corps du sujet de notre génération. La nôtre. Jay, tu connais moins Jay, mais oui, Jay est un acteur quand même important de la prod légère dans ma vie à moi, dans la vie de d'autres agences aussi. Tu sais, les canifs suisses, toi, tu as été sensible aux canifs suisses. Il arrive monteur, éditeur, réalisateur. Jay fait un peu tout ça. Okay? Et c'est le fun parce qu'on toi aujourd'hui, autour de la table, il y a quand même un Battle of the Titans en ce moment qui est en train de se dessiner. Une bataille des titans. Une bataille des titans. Et on parle d'industrie publicitaire, puis l'industrie publicitaire dans laquelle toi et moi, on a participé. C'est ce qu'on pourrait qualifier de plus classique, plus traditionnel. On parle à des annonceurs plus traditionnels, on parle à des médias plus traditionnels. Bref, puis je sais que tu es un geek. Je sais que tu es un geek aussi. Quand on regarde, puis on fait regarder les budgets publicitaires qui sont investis, par exemple, sur mes vidéos YouTube, on fait juste regarder les prods que toi, tu as fait avec Red Bull. On voit que le split d'investissement publicitaire est en train de faire les agences, finalement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis on s'en est parlé dans les 2-3 dernières entrevues. C'est quoi ton feeling par rapport au fait qu'il y a comme un géant numérique qui commence à comme pas étouffer, mais comme à être omniprésent dans la vie d'à peu près tout le monde, annonceurs, agences, boîtes de prod, boîtes de strat, on dirait que tu t'en sortiras pas, puis comme étant un peu dans le milieu de tous ces gens-là à la strat chez Perrier Jablonski, c'est quoi ton feeling là-dessus? Je vais être sûr de comprendre la question. Il y a un côté où il y a les agences qui ont des gros budgets, qu'on est moi-même, j'essaie de clarifier la question, puis je fais nanana. Donc, il y a un monde où il y a des gros budgets, des grosses agences, des gros clients, etc., etc. D'un autre côté, il y a des joueurs comme vous autres, plus indépendants, plus touche à tout, etc., etc., plus petit budget.
Ouais, touche à tout. Toi aussi. Toi, tu me demandes l'avenir de ces deux En fait, entités-là. ton feeling là-dessus. Ou au milieu, les GAFA, mettons, tu sais, qui viennent. OK, d'abord, premier truc. Pourquoi Bell va voir Cossette ou Sidley et pas vous autres? Ouais. Bon. C'est une bonne question. Je me demande tout le temps pourquoi. Bien, en fait, je peux vous l'expliquer. Vas-y. Quand tu es un client, puis je vais oublier Bell, là, parce que je voudrais pas qu'ils disent « Ouais, ben non, nous, c'est pas vraiment ça. » Puis je le connais. Enfin, peu importe. Quand tu es un gros client, l'argent que je vais te donner pour faire mon branding. Je vais prendre un exemple au départ simple. On va parler de la prod après, tout ça, là, mais mettons que j'ai besoin d'un nouveau logo. Tout simplement. Un nouveau branding, mais refaire mon logo. Bon. Là, j'ai plusieurs options. Je peux appeler LG2, je peux appeler Sidley, je peux appeler un petit coin dans son garage là, qui va faire ça à 30$ de l'heure. La probabilité qu'il tombe sur à peu près le même design, parce qu'aujourd'hui, les designs, c'est tout à peu près les mêmes typos, inspiré de Google, inspiré de... La probabilité qu'il fasse le même travail là, est très élevée. Mais c'est pas ça que le gros client va venir acheter chez LG2 et qu'ils vont pas acheter chez vous. Ce qu'ils vont acheter chez LG2, c'est l'assurance, la prise de risque minimum que cette boîte-là fasse une bonne job. Fait qu'une agence comme ça qui dit, ben nous, on l'a fait pour un tel. Fait que vous autres, c'est pas un stress. Puis on va t'accompagner auprès de ton CA, on va aller voir Guy Cormier, on va lui expliquer, il y a on a 17 personnes qui parlent 17 langues stratégiques différentes, puis on va t'entourer de watts, là, puis on va t'amener à bon port. Honnêtement, la typo puis la couleur, on s'en fout. Là. Je dis pas qu'ils s'en foutent. Ouais. N'importe qui est capable de le faire, mais c'est pas n'importe qui est capable d'accompagner ce client-là dans l'explication, le déploiement, rassurer. Il suffit juste de dire, regarde, c'est LG2 qui l'a fait, tout le monde va faire « OK, c'est bon. OK. C'est ça qui coûte cher. Puis c'est correct que ça coûte cher. D'un autre côté, si tu es un petit client, tu as d'une friterie, là, à Rimouski, tu n'as pas besoin de ce branding-là d'LG2. Mais ton cousin qui fait du bon design, ben, il peut faire la job parce que le risque n'est pas élevé. Mm-hmm. Fait que il y a toute cette notion de risque puis de valeur du risque qui est importante. Mais c'est pas une question de talent tant que ça, en fait. Deuxièmement, la question que vous posez, c'est quand même la question de du savoir-faire sur des médias moins traditionnels, je vais le dire comme ça. Ouais. Mais encore une fois, quand moi, je faisais des films là, chez Bleu Blanc Rouge, puis on en a fait beaucoup. J'ai jamais osé compter, mais plusieurs centaines de films. Et que tu dis, on va faire 30 secondes de pub pour un restaurant. Puis que le concept, c'est ça, c'est un gars à moto à l'extérieur. Bon, ben là, pareil, c'est de la gestion de risque. Tu payes combien d'assurance pour que si jamais il pleut, là, l'équipe peut se déplacer un autre jour. tu fais comment, là, quand t'es toi, ton tournage, ton drone, tu l'as sorti quand tu voulais, là, à peu près. Je dis pas que je veux pas minimiser. Je prends rien personnel. mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça, là. Ça se passe pas. On voit que t'as jamais fait de ça de toi non plus. Non, mais tu sais, il y a une liberté. Il y a des gens qui viennent vous voir qui connaissent pas tant que ça. Ouais. Puis ils vous font confiance parce que vous avez un esti de real, puis tu vas faire la job. Ouais. Mais c'est toi qui t'organises, là. Si tu veux tourner le lundi, faire le son le mardi, c'est moins free-for-all que ça, tu sais, quand tu as un gros client, une grosse équipe. Alors, peut-être que oui, ça pourrait être plus léger, peut-être que... Sauf que c'est ça qui rassure... Oubliez pas que c'est toute une couche, là, que vous pourriez trouver que c'est du gras, là, tu sais, mais c'est une couche de minimiser du risque. OK. Honnêtement, là, c'est quasiment comme un fonds d'investissement. Tu veux minimiser ton risque. Vous, le risque est élevé. Pas que ce soit de la chenoute, mais que je contrôle pas tout à fait, puis que je mets complètement mon destin dans les mains de ces gars-là. Puis c'est pour ça que ça aussi, c'est un sujet intéressant pour l'intelligence artificielle, mais c'est quasiment un petit peu plus tard, là. Mais tu sais, c'est tellement bêta encore, l'intelligence artificielle, que est-ce que tu es capable de te mettre devant Midjourney ou DALL-E, ou en tout cas, moi, j'utilise beaucoup Midjourney. Midjourney, c'est un journey. Tu tapes un prompt, il va te sortir un truc, tu fais comme... C'est tellement hot, là. Je sais pas comment il a fait ça, mais j'achète ça Aziz. Mais si je devais, comme DA, contrôler la couleur de la chemise de la fille,
le char en arrière, c'est sûr que je vais en faire du Photoshop là-dessus, mais mon client va faire, mais j'aime pas ça. Parce qu'on s'est pas entendu au début. Le prompt, c'est un peu une bouteille à la mer. Là. Je dis pour l'instant. Ça pourrait être différent dans... Ouais. Rapidement, ça change. Là, ça va tellement vite. Parle de ce que tu as trouvé hier. Tu l'as sûrement vu, en fait, la sortie de Sora, de OpenAI, qui font des vidéos. J'ai manqué perdre connaissance. T'écris un prompt, ça sort une vidéo de 60 secondes. Mais pareil... C'est la même chose. Ce qui protège... Il y a 2 trucs qui protègent les agences de l'intelligence artificielle. Il y a un gars, je sais pas qui l'a dit, c'est une quote connue en intelligence artificielle maintenant, c'est pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire sortir quelque chose de ChatGPT, il faut savoir exactement ce que tu veux. Fait qu'on est safe. On est safe. Nos clients savent pas en tout. Ouais. Fait que ça prend un traducteur. Oui. Puis deuxièmement, c'est le contrôle. Tu sais, si je dois faire un poster pour Nike, là, je vais devoir contrôler chaque pixel. Puis tu fais des DA, là, tu travailles pour Molson, là, tu te prends la tête des semaines sur des tailles de bulles. T'as pas ce contrôle-là encore. Pas encore, mais c'est ça. C'est pour ça que est-ce que les agences ou les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle le voient venir, ça? Parce que clairement, à la vitesse que ça va, dans 1 an, on est capable de changer ça, ce c'est sûr. setting-là. Moi, j'avoue que jusque-là, mon argument pour... parce que j'ai plein de chums qui sont photographes, qui sont illustrateurs, qui sont machin, puis moi-même, je me sens mal. Je fais comme... Je vais appeler mon ami ou je vais le prompter sur Midjourney? C'est ça. Là. Le fait est que j'appelais jamais mon ami, parce que, je vais te donner un exemple. J'écris des articles, beaucoup. Je suis obligé d'illustrer ces articles-là. Avant, j'appelais pas d'homme pour qu'il me fasse une photo pour illustrer mon article. J'avais 0 piastres de budget. Fait que là, t'allais sur une splash, puis t'allais voler un artiste. Enfin, tu le volais pas parce que tu le créditais, mais à la fin... En tout cas. À quel niveau? Bon. Fait que là, tu créditais un gars pour une splash. Et là, en fait, pour moi, je parle de perso, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est de la création de commodité. C'est quelque chose qu'anyways, j'aurais pris ailleurs. Puis moi, je capote là, avec les droits d'auteur, fait que je l'aurais jamais volé, mais j'aurais pris une image bank, là, quelque chose de gratis. Fait que c'est de la commodité. Pour moi, ça n'a pas de valeur. Mais j'ai déjà demandé à Cécile Garriépi de me faire des illustrations, puis j'ai payé Cécile Garriépi pour faire ces illustrations. J'ai eu besoin d'une photo d'un gars dans un article que j'ai écrit. J'ai écrit un article sur l'invention du womanizer. J'avais besoin du gars, une photo du gars. Je suis allé piger dans une photobank d'un gars en Allemagne, puis je lui ai payé sa photo. J'ai aucun problème avec ça. Oh oui. Mais la plupart du temps, j'ai pas d'argent. Fait que pour moi, ça remplace pour l'instant la commodité. ChatGPT ne m'écrit pas mes articles. Est-ce qu'il m'aide à les débuter? Oui, mais c'est de la commodité. Fait que, mais tu as raison de dire que c'est pour l'instant, parce que la vitesse à laquelle ça s'améliore, c'est épeurant. Mais encore une fois, cette job de traducteur parce que nous, là, on en parle de ça, là, mais on est tellement avancé par rapport à plein de clients qui savent déjà même pas... La différence entre 30 secondes de télé puis un truc qui va aller sur TikTok, ils vont te dire, tu prends le même, puis tu le coupes à la verticale, puis tu fais comme, non. Mais non, mais c'est ça qui fait que notre job, elle existe encore. Fait que ça va équiper des gens comme vous. Ouais, puis je pense que ça va faire comme des nouvelles technologies ou des nouvelles avancées. Oui, il y a des métiers qui vont mourir à cause de ça, c'est sûr et certain, mais il y en a d'autres qui vont se créer. Puis, comme tu dis, la traduction ou l'écriture de prompt, là, ça va devenir un nouveau travail d'être en mesure d'utiliser ces outils-là. C'est ça. Mais c'est un peu comme cette console-là qui est devant nous. Là, c'est un outil technologique. Il y a 10 ans, ça n'existait pas tel quel. Mais il faut qu'un gars comme toi sache s'en servir, mais tu t'envoies ça à ton client demain matin pour dire, hey, tu peux t'enregistrer. Fais ton podcast toi-même. Tu sais pas le faire. Non, mais... on en parlait tantôt, vous me disiez, est-ce que toi, tu ferais pas un podcast? Oui, puis moi, je suis geek à mort, je connais ça, là, les micros, machin truc, mais je ne sais pas mettre tout ça ensemble. Ouais. Puis l'énergie que ça va me prendre, c'est-tu vraiment mon métier? Non, fait que je le fais pas. Un client, il va raisonner de la même manière. Il va se dire, c'est-tu vraiment mon métier de... Créer le contenu. D'ailleurs, il y a eu, il y a quelques années, une sorte de peur que les clients s'équipent d'agences internes. On va s'équiper d'agences internes. Mais c'est encore très actuel. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé récemment. La réalité, c'est que quand un client te dit ça, tu prends un sablier, là, puis tu le retournes, puis
tu dis, à la fin du sablier, il viendra me voir en pleurant, ce client-là. Parce que c'est difficile de recruter un rédac, c'est difficile de recruter une designer, c'est difficile de garder ce monde-là. Toi, tu vas-tu aller travailler là-bas, 50 000, 60 000, même, je sais pas, 80 000 par année, mais tu vas toujours faire ce job-là, mais pas une autre. Puis ton drone, tu vas le ranger parce qu'on n'en a pas besoin. Puis ils vont trouver quel genre de monde? OK. Ils vont se trouver des gens qui n'ont pas le feu, qui ont peut-être pas, qui sont peut-être rendus là dans leur carrière, mais à la fin, ils vont faire c'est moins bon qu'à l'époque quand je faisais appel à Sidley ou Orchestra ou whatever. Fait que c'est ça l'affaire, là. C'est qu'il y a un fantasme de... Regarde, je regarde des acrobates, là. Regarde, moi aussi, je peux faire du trapèze. Let's go, mon ami, là. Parce que ça va être le fun, le premier saut, mais quand tu vas devoir faire ça tous les soirs, que tu vas avoir des crampes, que tu vas avoir des bleus, que tu vas avoir... C'est une job, Fait que... Puis c'est une job de gérer ces gens-là, de groomer ces gens-là, de les faire grandir à un certain niveau, de les former sans arrêt. Fait que il y a un fantasme de je vais le faire moi-même. Okay. Mais non, tu vas pas le faire toi-même. En fait, il y a une impression, même aujourd'hui, là, avec tous vos appareils et tout ça, il y a une impression de facilité, là. Mais même moi qui suis geek, j'en ai essayé de mettre de la lumière en dessus de ma tête, puis des mics et tout ça. Ça look... C'est ça un podcast. C'est ça. Hey, mais, ça look pas comme vous autres. Parce que c'est pas mon métier. Mais moi, j'aimerais ça te challenger un peu là-dessus. J'allais le challenger aussi, c'est quelque chose, moi. Puis je sais pas. Je vais dire la mienne. Je me bouche les oreilles. Puis enlève tes... Shot-la ton idée. Non, mais... Ouais. Je vous entends encore. OK, shot-la. Maintenant, il y a... Enlève là, les gros, là, Sidley, Cossette, etc., qui ont les ressources pour aller des RH, etc. Maintenant, il y en a 5000 des gens qui sont des agences comme toi au début. Nous sommes une agence, puis on est tout seul dedans. Ouais. Puis, eux autres aussi, ils ont le même problème de recrutement, mais à 20, 25, 30, 35 employés, ils ont le même problème que l'annonceur là, qui est à l'interne, qui veut se créer sa propre équipe. C'est aussi difficile pour lui d'aller chercher ce personnel-là. Fait que... Y a-tu un morcellement en ce moment? Y a-tu un essoufflement de l'industrie de la publicité, mettons, à Montréal? Non. Non? En fait, je réponds comme ça, de manière brutale. Brutale. Mais bienveillant. Vas-y. OK. Il y a une règle économique qui dit la chose suivante. Si tu veux regarder une industrie qui dort, tu regardes le nombre de faillites. S'il n'y a pas de faillite, c'est que ça dort. Il n'y a pas de faillite. OK. Donc, ça dort. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par dort? Ça pardon, je vais mieux m'exprimer. Elon Musk, quand il a voulu lancer sa marque Tesla de voiture, il dit dans l'industrie, il n'y avait pas eu une faillite ni une création de nouvelles marques depuis 30, 40 ans. Donc, c'est une industrie qui dort sur ses lauriers, là, qui se repose sur ses acquis, puis qui n'a pas grande évolution, c'est de l'incrémental. Tout le monde est content. On en parlait avec Adobe tantôt, là, Premiere Pro, etc. Ouais. Ils dormaient, eux autres. Okay. C'est ça. Okay. Fait que le jour où tu vas me dire « t'es bleu, blanc, rouge, faites faillite, il y a Sidley qui ferme, OK, il y a des coupures à droite, à gauche, mais c'est pas, pour moi, là, c'est pas un signe valable, c'est des réajustements qui sont certainement nécessaires en période où ça va plus mal. Mais t'as des vieilles boîtes là, qui existent encore, là, qui étaient déjà sur le respirateur quand j'étais là, qui existent encore. Voyons donc, ça meurt pas. Fait que pour moi, ça veut quand même dire que... Puis je peux voir où est-ce que vous en iriez comme genre de question après, mais j'arrive. Donc ça subsiste, même si, à côté, il y a effectivement une nouvelle offre qui sort. Tu vois? Mais une nouvelle offre qui sort, même une boîte comme Boss, aujourd'hui, sans les offenser, qui est plus grand-chose par rapport à ce qu'elle a été. Quand j'étais jeune, Boss, là, c'était comme Dieu sur Terre. Là, puis il y avait des... Je sais pas combien ils étaient, là, une centaine de personnes. Là, Dentsuba, c'était impressionnant aussi. C'était... Bon. Puis encore une fois, je leur veux pas de mal. Aujourd'hui, c'est une petite agence, je sais pas trop. Mais il y a encore le glow effect autour, que c'est Boss. Là, moi, ils m'appelleraient demain matin, je dirais « Oh, oui, je vais aller les voir, là, c'est Boss. » là. Quand t'es J Inc., là, ça se peut que t'aies une job à faire qui est longue. Là. Le chemin, il est long avant
de se faire repérer, d'être appelé régulièrement, de continuer ton art et tout ça. Il y a aussi quelque chose peut-être de générationnel, sans vouloir généraliser, où vous êtes peut-être aussi plus impatient. Mm-hmm. Ah, je pense pas que c'est peut-être, c'est On clairement C'est ça. C'est-à-dire que ça. même mon gars, Léo, allô Léo, Papa t'aime, Léo. il est toujours. J'ai aussi une fille, Mia. Salut Mia. Salut, T'es Mia. tellement hot. Papa t'aime. OK. Il y a quand même le fantasme de la réussite rapide. Moi, on en parle beaucoup, on regarde des YouTubers ensemble. Moi, je regarde moi-même des démos de gars qui disent « OK, tu dois faire ça. » Même si ces YouTubers-là qui ont réussi, ils n'arrêtent pas de te répéter que ça va être long, tu veux quand même que ce soit rapide. Tu te dis comme, OK, je vais faire un truc, puis je vais frapper. Mon gars, il a un TikTok, là, je pense qu'il a 180 000 abonnés ou un truc comme ça. Puis une des premières vidéos qu'il a faites, c'est 8 millions de vues. Là. OK. Dans quelle niche? Soccer. Donc, c'est des extraits de soccer. Puis après, il faisait des quiz, de devine la coupe de cheveux, devine... vraiment une super bonne idée. Cool. Et une des premières vidéos, 8 millions de vues. Après, t'en as 500 000, t'es déçu. Tu fais comme, OK, mais mon gars, là, 500 000, là. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, là. Ouais. Puis une autre vidéo, 350 000. Ah, l'autre, 20K. Ça a foiré 20K. Mais 20K, c'est beaucoup de monde. Fait que, tu sais, c'est quoi? C'est 1 milliard que tu t'es? Donc, je pense que vous êtes dans une génération impatiente où il y a un temps, les psys te parlent de temps humain, de temps normal. Il y a un temps de guérison des choses et tout ça. Il y a un temps de naissance et de croissance. Il va falloir que vous soyez aussi bon que ça, mais pendant 5, 6, 7 ans. À manger des 20K une fois de temps en temps. Ouais. Et puis, c'est top 20K. Non, mais c'est ça, tu sais. Ah, mais c'est vrai, mais c'est une anxiété qu'on a quand on crée du contenu. Ouais, tu sais, toi puis moi, là, Jay, il découpe les épisodes. Des fois, il y en a qui ont des milliers de vues. Il y en a d'autres que c'est 900, 1000. C'est comment? On est... L'affaire, c'est que je pense que contrairement à peut-être l'industrie dans laquelle on a participé dans les années 2000, là, on a un résultat concret sur la créativité qu'on output. Mais je peux-tu vous challenger? J'espère que t'es prêt. On sort les gants, les amis. OK, vas-y. Je pense que vous avez une impression d'instantanéité de résultat. Parce que, en fait, ce qui est fou, c'est que comment ça se fait d'abord que vous ne savez pas d'avance quel résultat vous allez avoir? Vous devriez le savoir. C'est parce qu'il y a quand même une inconnue due aux algorithmes, là, qui est quand même pour moi effrayante pour vous. Ouais. C'est-à-dire que, OK, moi, c'est comme si j'étais chanteur, là, puis je vends 10 000 albums. Puis l'année d'après, je fais un autre album, puis je vends 20 000 albums. Je fais comme, aussi, c'est cool. Puis, au bout de 3-4 albums, là, je vais vendre peut-être 50 000 albums. Peut-être que je vais avoir atteint mon reach. Je connais pas c'est quoi les taux de... Mais peu importe. Je vais atteindre mon reach de... Mais tu sais, je vais pouvoir faire des concerts, remplir des salles et tout ça. Puis je vais pouvoir faire ça longtemps, là. Parce que, tu sais, j'ai ma crowd. Je sais que je lance un album, les yeux fermés, je sais que j'en vends 50 000. Puis je sais que je peux faire une tournée de 50 dates par année. Je sais que mon salaire, ça va être ça. Tu sais, bêtement, là, tu sais. Ce qui me fait peur dans votre industrie, c'est que tu lances un truc avec tout ton talent, ton cœur, ton amour, puis tu vas faire 2 millions ou 20 000. T'es dépendant de l'algorithme. Et tu fais comme, c'est quoi qui t'est arrivé? Alors, des fois, tu le sais, ou t'es fait barrer à cause de droits d'auteur, puis des fois, tu fais comme, I don't get it. C'est une boîte noire. Moi, si j'étais vous, j'aimerais comprendre, puis même s'il nous l'explique, là, c'est bizarre. Ben, je te dirais que, en tout cas, moi, je pense que toi aussi, là, moi, j'étudie quand même les algorithmes, là, puis je les suis là, pour comprendre les trends, puis comprendre qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Je te dirais que plus souvent que non, je le sais si la vidéo va performer ou pas avant de la poster. OK. De plus en plus. Tu sais-tu à peu près le bracket, là? Je peux pas te donner de bracket de views. Ça dépend. Des fois, ça dépend de la compte sur lequel je poste ou quoi que ce soit. Mais tu sais, dépendamment si c'est un compte à 100 000 abonnés ou si c'est un compte à 1000 abonnés, bien sûr. Le ratio est différent, mais le ratio, je peux avoir une bonne idée. Des fois, je peux me tromper. Comme normal. Comme en 94, on peut se tromper. mais étant un spécialiste de ça, là, je voudrais pas me nommer ça, mais je commence à comprendre beaucoup mieux vers où qu'on s'en va avec ça. T'sais. Mais
tu l'as dit un peu, puis on en a parlé avant le podcast, tu peux pas ne dépendre d'un seul algorithme. Ouais. Si tu mets tous tes œufs dans Instagram, puis que demain matin, Instagram dit, nous, si tu veux que ça lève, faut que tu mettes de l'argent. Sinon, il n'y a plus rien d'organique. Ouais. T'es fait. Ouais. T'as tout mis tes œufs dans Instagram, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Puis pour te rechallenger là-dessus. Mais ça me fait peur, ça. Ouais, pour te rechallenger là-dessus, puis pour en écouter en tasse, ainsi sur la rédaction, ma spécialité, entre guillemets, je suis loin d'être spécialiste, mais c'est pas mal plus YouTube. Il y a des rédacteurs, des réalisateurs, des influenceurs, etc., YouTube, qui sont capables de dire il faut l'écrire comme ça de la seconde 0 à la seconde 400 pour que les gens restent. Si les gens restent, l'algorithme va claquer à tel pourcentage, puis on va être vu par assez de monde pour faire 10 millions de views. Puis c'est le débat en ce moment, je veux pas te couper, mais c'est exactement ce que MrBeast fait. Il ne crée plus. Il utilise les données des stats et il crée des vidéos en conséquence. C'est des créateurs mais why not? Qui sont câblés sur l'algorithme. Fait que tu sais, pour contre-attaquer ton argument, il y a des créateurs, il y en a plusieurs dizaines des créateurs, notamment américains, qui sont capables de claquer aussi fort qu'ils veulent dans les millions en écrivant comme il faut. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, le point où Gaétan a un bon point, c'est que sur TikTok, ça a l'air d'être un peu le free-for-all. C'est un peu le free-for-all. Quand même. Parce que on dirait que les gages changent à tous les jours. Tu mets 2 fois la même vidéo de suite, il y en a un qui est à 50, l'autre qui est à 16 millions. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes juste l'affaire de Facebook qui a barré les nouvelles, là, peut-être t'es Urbania là, ou t'es Rad. Oui. Tu performais très bien, by the way. Demain matin, là, t'as plus d'accès à ton audience. Il y a quelqu'un qui t'a dit tu rentres plus dans ton restaurant. Aïe, aïe, avec tout un legacy que t'as monté, ça a coûté combien là, de monter tout ça? Puis tu te fais voler ta business par le gars qui veut plus que tu rentres dans le building. Ça, je trouve ça quand même dangereux. Scary. C'est là que, tu sais, on écoute souvent le même podcast, moi et toi, puis c'est là qu'ils disent que, tu sais, ce podcast-là est sur YouTube et parle de la plateforme YouTube en particulier, puis en ce moment, les grands créateurs sont en train de développer leur propre plateforme, puis ça revient un peu au début des années 2000, de notre propre site web sur lequel on va poster notre propre contenu, parce que ça, tu ne pourras jamais te faire barrer à la porte de ton site web. T'sais. Mais je trouve que là, vous me faites réfléchir, en fait. Merci, les gars. Ça a fait plaisir. Ouais, vous me faites vraiment évoluer. Moi, il y a 2... On avait la conversation hier avec Léo. Salut, Léo. Salut, Léo. Sur les podcasts. Parce que moi, je m'aperçois que je suis avec mes 2 enfants, puis je regarde des podcasts filmés sur la télé de la maison. Là, une télé, là, puis on regarde ça, on regarde Légende, on regarde Un bon moment, qui est un super podcast. Puis là, tu fais comme... Évidemment, je regarde beaucoup de Tout.tv, je regarde beaucoup de TVA et tout ça, mais mon moment avec mes enfants, c'est de regarder YouTube. OK. Mais on s'en fout de YouTube. On s'en fout. C'est juste des bons shows, là, avec des bons gars, des bonnes filles, des bons animateurs qui ont inventé un ton. Parce qu'honnêtement, ils font de l'entrevue. Ce qu'on est en train de faire là existe depuis 1902. Sauf que l'équipement, le ton, tout ça, là, on aurait eu toutes des cravates, là, puis on serait en train de fumer. Là, mais ça n'a pas changé tant que ça. Finalement, on revient à des formes. Moi, il y a 2 trucs sur lesquels je miserais si j'étais... Pas vous, là, mais une nouvelle génération, c'est le podcast et, attention, newsletter. Boomer. Oui. C'est une oui. Le newsletter? Newsletter. Je dirais pas la stratégie chez Matéina, là, mais la stratégie, c'est pas de bâtir un following sur TikTok, sur Instagram ou quoi que ce soit. C'est de bâtir une communauté de newsletters. Puis j'avais la conversation avec Gigi de Rad. Et on avait exactement la même conversation. La newsletter, c'est le truc... Écoute, moi, j'en ai parti une en novembre. Puis on a boosté au début le nombre de... On a fait abonnez-vous, maintenant on le dit plus. Moi, j'ai
ce crowd-là, puis je peux vous le dire, là, j'ai à peu près 800 abonnés. Là. C'est pas beaucoup. Pour une newsletter, 800 abonnés. Une newsletter à propos de ta Perrier vie Jablonski. ou de Perrier Jablonski. As-tu dit le nom là-dedans? Oui, j'ai tout expliqué. Faut que tu t'abonnes. Mais ça, c'est le premier numéro. Ah, OK. Je suis un peu tard, OK. On l'explique aux 2 semaines. Dans ça. Aux 2 semaines, on donne une signification différente. Et c'est aux 2 semaines. Okay. C'est le samedi matin, parce que moi, c'est le moment où je lis mes trucs. Mais tu sais, je me suis dit, je vais l'essayer là. Mm-hmm. Écoute, j'ai plus de 50% d'ouverture. J'ai entre 7 et 11% de clics. Oui. Fait que tu peux rediriger et ta com. Et c'est steady. OK. Depuis novembre, je le fais aux 2 semaines. Ping, ping, ping. Puis tu sais, je me dis, c'est pas beaucoup. Mais attends. Ça veut dire qu'un samedi matin sur 2, il y a 400 personnes qui lisent exactement ce qu'ils font. Puis là-dedans, il y a 7%, ou 10%, on va dire 10%. Il y a 40 personnes qui ont fait... Alors, je ne sais pas si le 10%, il est sur le... Le pourcentage, il est sur le top. Mais il est sur le clic quand tu ouvres la lettre. OK. C'est beaucoup de gens là, qui s'intéressent à ça. C'est pas un sujet facile à vendre. Puis un autre point. Non, parce que moi, on s'entend-tu que je vends pas des bar chocolatés ou je suis pas militant ou je suis pas. Je te vends de la strat alors que t'es pas. C'est samedi matin. Là. Genre, marché wide dans le CPG, là, qui est la catégorie que Matéina est dedans. Le meilleur taux de conversion, c'est les newsletters. Ouais. C'est widespread. Là. Fait que, en fait, moi, si j'étais cette génération-là, je miserais sur des trucs que tu peux à quelque part honner, mais YouTube, moi, je les trouve quand même stables. Tu sais, c'est le grand-papa là, des plateformes et tout ça. C'est le plus mainstream. Il serait quand même complètement fou de changer aspect. Puis on voit dès qu'ils font des mini-changements et tout ça, il y a toute une communauté. Il y a eu des cas légaux là, de mini-changements qui ont coûté des dizaines ou des centaines de milliers de dollars à certains créateurs. Puis il y a eu des mais moi, je suis désolé, à la fin de la journée, là, moi, YouTube est devenu ma chaîne de télé principale, où j'ai des programmes. Des fois, je file pour regarder ceci ou cela. Mais moi, je trouve que le travail de certains podcasteurs est hallucinant. Là, je suis 2 gars qui s'appellent Underscore sur l'intelligence artificielle. Okay. Des petits whiz français, des ingénieurs qui t'expliquent des trucs d'IA. Moi, je comprends entre 40 et 60% du podcast. Non, mais des fois, je me fais comme... Ça fait 7 minutes 30 que je comprends rien de ce que je suis en train d'écouter. Mais l'autre partie, je suis désolé, c'est qui d'autre aurait pu m'expliquer l'implication de la mémoire vive sur les M3 des Mac, qui t'explique que le Mac M3 est fait pour l'arrivée prochaine d'une intelligence artificielle sur les Mac. Ils le disent depuis 6 mois à peu près. Je trouve ça hallucinant et moi, je trouve ça génial. C'est ça que je consomme. Fait que moi, je ferais de ça plutôt que de m'évertuer à faire... Mais ça, c'est moi... un petit peu traditionnel, un petit peu machin. Plutôt que de m'évertuer à faire un truc de trend où tu te retrouves avec des gens qui sont super bons à faire un truc en ce moment. Un truc, et des fois, c'est la même chose tout le temps. Là, tu me fais des super qui rebondissent, puis tu dis, moi, je suis le meilleur à faire ça. C'est top, ça en prend, c'est top. Mais sache que dans 6 mois, ce truc-là est mort. Fait que là, je vais aller voir un autre. Fait que ta carrière de spécialiste technicien dans ce type de vidéo-là vient de finir, puis tu as 17 ans. Fait que j'exagère, là, mais il faut être un généraliste, puis vous l'êtes, là. Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais... tu te trompes. T'as un garçon, salut Léo. Salut Léo, papa t'aime. Qui pourrait potentiellement travailler là-dedans. Il est déjà un peu là-dedans. Bon, voilà. Fait que j'imagine, en fait, quel genre de conseils tu lui donnerais pour étirer la longévité de son talent? Mais en fait, on a des conversations ensemble qui sont vraiment géniales, qui pourraient être un podcast. Léo, tu devrais écouter ce podcast-là. Je pense que c'est bon pour toi. Non, mais où lui, il me dit, ta vidéo, t'es sur le Père Noël, là, ou t'es sur le Black Friday, elle est bien, mais pourquoi tu n'as pas fait de carré ou vertical ou machin? On a des conversations, puis lui, il me dit, OK, mais ça, c'est du contenu YouTube, c'est pas vraiment du contenu... Fait que, lui, il m'en donne, puis moi... Donc là, il étudie en marketing, il veut rentrer à HEC l'année prochaine et tout ça. Pour moi, c'était important qu'il ait le solfège. Parce que pour moi, c'est un petit gars, Léo, qui a pris une guitare puis qui fait... Tu fais comme... Aïe, tu fais des bons solos. Il est surdoué, mais si tu veux jouer avec les autres, va falloir que tu apprennes le solfège, va falloir que tu fasses tes gammes, va falloir que tu apprennes la rythmique, va falloir... Bon parallèle, Pour moi, il y a un peu de ça. Il y a des gens, il y a plein de gens qui ont un talent immédiat ou qui feel. Léo, il feel ce qui se passe en ce moment, mais il faut qu'il aille apprendre,
les influences, la pyramide de Maslow, les trucs chiants. De marketing de base. C'est la base, ça changera jamais. Mais ça changera jamais. Les 4 P, je suis désolé, tu peux le remplacer, mais tu vas y revenir à un moment donné. Le prix, le produit. Fait que c'est un mix des deux. Mais ce qui me fait peur, c'est les gens, puis vous en êtes pas, puis Léo non plus, c'est les gens qui veulent pas entendre l'un ou pas entendre l'autre. Ouais. C'est les 4 P, puis TikTok, on s'en fout. Ou bien, ben non, c'est les vidéos TikTok, puis de toute façon, le marketing, on s'en fout. Ben non! Il faut qu'il y ait de la curiosité, puis il faut que les deux se marient. Et encore une fois, les trucs qu'on regarde qui nous plaisent, les podcasts qui sont bien faits, il y a quand même des fondamentaux. Je veux dire, on n'a pas réinventé que ça prend une lumière en haut, ça prend une petite lumière derrière, ça prend... C'est des principes de cinéma qui existent depuis toujours, puis qui marchent encore. Il faut les apprendre à un moment donné. Mais ça marche sur un nouveau support, avec un autre rythme. Mais moi, je suis un fou de podcast. C'est sûr que c'est bizarre que... J'en ai pas lancé. Je sais pas pourquoi t'en lances pas un. Parce que, OK, mais je peux répondre à ça. Parce que le jour où je le fais, c'est parce que moi, il faut que je trouve ça vraiment différent. Je me dis comme, c'est que j'aurais aimé avoir cette idée-là. Ouais. Et que, par exemple, ce que vous êtes en train de faire, ben moi, je trouve ça parfait, là, mais j'ai pas besoin de le faire, vous êtes en train de le faire. Fait que ça va être quoi le truc, pas qui va battre ça, qui va être meilleur que ça, parce que c'est pas du tout là-dedans. C'est quoi le truc où je vais moi-même écouter ça en disant comme, j'ai jamais vu ça, et peut-être que ça va certainement pas pogner comme un truc peut-être plus traditionnel ou quoi, mais tu sais, c'est ça. Moi, je suis un peu obsédé avant de faire quelque chose. Regarde l'IA, je m'annonce sur l'IA là, en 2024. En 2015, j'avais déjà des trucs d'automatisation. Je sais pas, avec Jablonski, tu sais, qui fait que j'étais 1,5, mais on roulait comme si on était 4, tu sais. Donc, je comprends, je me suis pas annoncé pendant 8 ans, tu sais, là-dessus, là, parce que pour moi, c'était trop tôt. Puis là, quand tout le monde en a parlé, j'ai fait comme, shit, c'est trop tard. Mais en même temps, j'ai-tu envie de rajouter au bruit, moi, là? Ou est-ce que je veux rajouter quelque chose de vraiment différent? Puis moi, ça m'obsède. Fait que le jour où je le fais, c'est que je pense que c'est vraiment différent. OK. Et que je serais assez content de ce résultat-là, même si ça pogne pas, ou même si ça... Fait que là, on parle de industrie classique, une nouvelle industrie, diffusion qui se ressemble finalement, etc. Les jeunes, les moins jeunes. Léo. Ouais, salut Léo. Papa t'aime. Tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute? Ouais. Go-fille, pas d'importance, qui sort d'un baccalauréat en com ou d'une technique quelconque en communication, marketing, puis qui se dit, OK, j'aimerais travailler là-dedans. Ouais. Mais pour vrai, c'est un peu le bordel en ce moment. C'est de tout et de rien. Ouais, mais c'est une super opportunité aussi. Oui, voilà. Fait que, qu'est-ce que tu recommandes à des gens qui pourraient nous écouter en ce moment et qui voudraient travailler dans l'industrie de la créativité au Québec? Je vais faire l'impasse sur la philosophie parce que, tu sais, je pourrais dire, OK... Vraiment, concrètement, je leur recommanderais de s'intéresser à tout. Et de surtout pas, justement... je vais pas regarder le traditionnel, la télé, parce que ça... I don't know, man. Tout le monde en parle, là. Ça fait quand même une petite audience, quand même, là. Essaye de... regarde... peut-être tu vas pas l'aimer, là, mais regarde-le souvent, regarde-le longtemps, regarde-le... OK, ça, c'est fait. En fait, je leur recommanderais de pas savoir. Parce que quand t'es jeune, been there, il y a longtemps, mon gars. Ça fait des années. Et je travaille pour Jean-Jacques Goldman. Mais ça n'a pas fonctionné. Quand t'es jeune, t'as l'impression que tu sais. Et c'est ça la beauté. Quand t'embauches un jeune créatif en agence, tu dis, lui, il va me casser les couilles parce que, il pense qu'il sait, mais en fait, il le sait pas. Mais il y a un côté très attendrissant là-dedans. Donc, quand t'es un directeur de création, tu laisses passer et tout ça. Mais il va falloir quand même, à un moment donné, qu'il y ait une ouverture. Et pour moi, la beauté, c'est de pas savoir. Donc ça, c'est le fun à dire pas savoir, quand t'as une quarantaine d'années comme moi. Pour pas dire un petit peu plus. Va chier, non. Au mois ça d'août. Dépend quand est-ce que ça va être diffusé, ce podcast-là. Mais pour l'instant, je suis dans la quarantaine. Coupez, on arrête ça. Non, mais c'est génial parce que tu sais plein de trucs, mais tu te mets en disponibilité de qu'est-ce que... Quand t'es jeune, t'as pas ça. Fait que tu fais je le sais, mais tu le sais pas. Fait que you know what? Ferme ta gueule, puis regarde
tout ce qui se fait au Québec depuis des années. Va regarder Brou là, au théâtre. Là. Tu vas trouver ça quétaine, là, mais tu vas savoir qu'il y a des millions de gens. Moi, je suis allé le voir, j'ai pas aimé ça. Mais je sais que tout le monde aime ça, fait que je me dis, il faut que je comprenne quelque chose. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est pas important. L'idée, c'est qu'ils se cultivent pour essayer de comprendre où est-ce qu'on est. Tu pourrais très bien dire, moi, OD, j'aime pas ça parce que l'intérêt. Mais je suis désolé, il y a ben du monde qui aime ça assez. Fait que l'idée, c'est de pas dire non, d'être en mode un peu improvisation. L'improvisation, c'est oui et. Oui, intéressant. Oui, OK. Ben ça, oui. Oh, ça, c'est bizarre. Je vais regarder ça. C'est intéressant. Okay. De tout regarder et de voler à tout le monde. Plutôt que de se dire, il y a ce podcasteur-là aux États-Unis qui fait ça. Il fait des tests de Ferrari. Là, mais puis moi, c'est ça que je vais faire dans la vie. Ben, guess what, là? Ça va être tough au Québec de faire ça, là. Fait que, mais c'est quoi qui te plaît exactement là-dedans? Qu'est-ce que tu aimerais répliquer? Go out. Puis... Ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce que tu nous as répondu à cette question-là. Mais Dom, il s'en contrefou parce qu'il a lu ton livre. Puis ton livre, c'est « Ce que vous avez à dire n'intéresse personne. » Parle-nous donc de ton livre. Ah ouais. Quelle transition. Les gars, ça, c'est répété tout ça. Là. Pas du tout. C'est vraiment, en fait, moi je l'ai lu, puis j'en avais grandement besoin parce que les mots qu'il a choisis sur le titre, un peu comme les mots qu'il choisit pour les couvertures de magazines touristiques, ça a pour but d'être un peu intriguant. Mais c'est pas si intriguant que ça parce que c'est tout à fait vrai. Le monde, en tout cas, je vais te laisser pitcher ton livre. Hein? Vas-y, non, mais ça m'intéresse de... En fait, de ce que j'ai compris rapidement de ton livre, puis tu me corriges si je me trompe, c'est que quand toi, t'as passé 2 mois à préparer une idée, puis que tu penses que t'as saisi ce que le client veut, puis que tu penses que t'as mis les bonnes personnes aux bonnes places, quand t'arrives devant le client, le client, lui, est comme... I don't fucking care combien d'heures que t'as mis, parce que peut-être que ce matin-là, moi, je pensais à ça. Peut-être que ce qui est important dans ce que tu vas me pitcher, c'est pas ça, c'est ça. Peut-être que moi, je réponds à un boss qui pense pas tout comme toi. Fait que bottom line, c'est bien mieux que tu te mettes ça en tête rapidement, que ce que tu vas pitcher, c'est vraiment pas si important si t'as pas compris à qui tu t'adressais d'abord. Bim. Et voilà. Drop de mic. Pif. Bam! Je l'ai dessus, lui, ton livre. Sauf que... Ah, OK. Sauf, c'est de la merde. D'accord. C'est comme quoi? C'est ton idée. Non, mais en fait, ce que je raconte, c'est que c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que dans le même temps, les gens, ils vont te donner une demi-heure là, pour t'écouter. Et puis, dans le même temps, tu l'as très, très bien dit, Dom, ils ont d'autres problèmes. Puis ça, tu as juste parlé de la job. Là, ça se trouve, en même temps, ils sont en train de faire les... Il y a une fuite au chalet, puis là, on va-tu voir les parents cet hiver, puis là, il faut que je book des billets d'avion. Toi, là, t'es une petite partie de leur journée, là. C'est comme, on va voir le gars, le dude, là, des vidéos, là, ça va être le fun, I guess. Mais d'un côté, les gens, t'es un petit problème dans leur journée, mais d'un autre côté, ils t'ont donné 30 minutes d'attention. Arrêtons-nous 2 secondes sur ces 30 minutes-là. Combien ça coûte 30 minutes de passer en coupure pub, là, tout le monde en parle? Ça coûte cher, là. 30 minutes, là, c'est un épisode de Indéfendable, là, ou de Stat, là. Oui, c'est du temps. C'est du temps, là. Fait que la personne qui DJ, on se voit lundi de 10 à 11, là, c'est 2 épisodes de Stat. C'est beaucoup d'attention. Fait que ça... Puis ça, j'avoue qu'au début de Perrier Jablonski, j'avais entendu une entrevue de... Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est un humoriste qui a commencé au Québec. Il est parti en France, il s'est marié avec une princesse. Il a fait une grosse carrière d'humoriste. Puis après, il est venu piquer des jokes au Québec. Longue histoire. J'osais pas le dire, mais bon. Non, je m'en occupe. OK, c'est bon. Mais n'empêche que c'est un gars qui a une grosse carrière. Puis à un moment donné, il a fait un truc génial. Il s'est dit, moi, je vais aller aux États-Unis, puis je vais essayer de faire 10 minutes dans les comedy clubs dans l'État de New York. Il en a fait un documentaire qui est assez disponible là, sur YouTube qui s'appelle 10 Minutes in America, où c'est Gad Elmaleh qui est une grosse star, mais tu le vois avoir complètement la chienne parce qu'il va passer ce soir dans
comedy club no name dans le Bronx ou whatever, puis il a la chienne, puis il va le faire pendant longtemps, tu sais. Puis il appelle ça mère. Tu sais, c'est un documentaire assez touchant. Et comme c'est Gad Elmaleh puis qu'il connaît tout le monde, il voit toute l'intelligentsia de l'humour américain, fait qu'il voit Seinfeld, il voit Woody Allen, il voit tout le monde. Puis à un moment donné, il dit un truc dans lequel je me suis tellement reconnu là. Puis quand tu pitches beaucoup quand t'es en agence, là, tu pitches tous les jours quasiment. Puis quand moi j'étais en pitch en agence, je me sentais tout le temps en mode bataille là, tu sais genre si tu me dis ça, moi je veux dire ça, tu te prépares tu crains toi-même, tu sais. Puis Gad Elmaleh dit ça à Woody Allen. Il dit, moi, quand je monte sur scène, j'ai l'impression que je vais me battre avec 25 personnes qui sont dans la salle. Là. C'est épuisant. Puis lui, il lui dit, tu sais, Gad Elmaleh, il dit, tu sais, Gard, je sais pas comment c'est. Caro? Tu sais, les gens qui vont venir te voir ce soir en show, ils ont acheté leur billet il y a 2 mois. Ouais. Ils ont booké une gardienne il y a 10 jours. Là, ils ont peut-être fait 25 minutes de char. Sous la pluie, tu sais. Puis là, ils se sont garés à 2 coins de rue. Puis là, ils ont mangé 2 coins de rue. Puis là, ils ont fait la file. Puis là, ils ont payé à l'entrée. Donné leur ticket. Puis là, ils refont la file pour le code check. Puis là, ils s'assoient. Ils ont 2 bières devant eux, là. Ils sont contents d'être là. Ils sont contents de te voir. Ils ont pas envie que tu échoues. Ça, là, cette phrase-là, là, ça m'a tout changé complètement mon mindset par rapport à parler en public ou présenter des idées. Je me dis, tu sais, si... Puis là, sans parler de nous maintenant, parce que tu sais, nous, il y a quand même un échange de bons procédés, tu sais, de l'attention commune et tout ça, mais quelqu'un qui donne 1 heure de son temps, là, c'est beaucoup, là. Fait que c'est sûr qu'il attend quelque chose en échange. Il attend que tu lui donnes des informations, que tu l'entertaines, que tu l'étonnes, que peut-être quelque chose. Mais il veut pas que tu te plantes. Fait que toi, tu dois t'enlever ça des épaules, en disant, les gens, ils sont quand même contents de te voir, mais il faut quand même se mettre dans un état d'esprit de ce que vous avez à dire n'intéresse personne. Puis j'avoue que cette idée-là, pas du livre, là, mais tu sais, une fois, j'étais au chalet, ça fait longtemps, tu sais, j'avais un chalet, je pense, je vais redire Waterloo, parce que je trouve... C'est un beau nom. C'est un beau nom. Okay. J'étais vraiment au bout d'un rang dans une maison ancestrale qu'on avait louée, puis c'était à l'époque où il y avait de la neige, là, c'est pour les plus jeunes. Toi, t'as pas... Non, j'ai pas vécu ça. Mais... Donc, il y avait beaucoup de neige à l'époque. Non, mais tu sais, sérieux, il y avait du vent, de la neige. C'était un dimanche matin, tu sais, genre, Léo était petit dedans. Fait que là, t'es au milieu de nowhere. Puis à un moment donné, t'entends... Tu fais comme, il y a quelqu'un à la porte. Puis là, tu sais, tu fais comme, OK. Fait que là, t'ouvres. Tu fais comme, allô? Il fait, allô? Il fait... Est-ce que tu as entendu parler de la parole du Christ et tout ça? Et tu fais comme, aïe, aïe. Tu sais, le gars, là, au milieu... C'est for real. Le gars était vraiment beau, là, tu sais, un beau gars, tu sais, comme dans un film américain, tu sais, un témoin de Jéhovah qui vient cogner à ta porte, mais il était clean cut. Mon gars, on dirait qu'il avait même pas marché dans la neige, là. Et là, tu dis, comment tu fais à la place de ce gars-là pour intéresser les gens, là, tu sais, alors qu'ils sont au milieu de leur fin de semaine et tout ça? C'est tout un contrat, là, tu sais. Ouais, c'est une méchante job, là, qu'il fait. Et lui, là, il est convaincu, là, tu sais, qu'il faut à tout prix que les gens, ils écoutent la parole du Christ. Et ça, lui, ça lui viendrait même pas à l'idée de... Mais toi, c'est pareil, là. T'es un témoin de Jéhovah avec ton idée de prod, là, tu sais. Toi, tu dors plus de la nuit, ou peut-être t'as fait un truc super innovant, c'est ton bébé, tu fais comme, OK, mais là, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Là. Pour moi, c'est la même affaire. Tu es en train de voir Jésus, là. Tu fais comme, il faut que j'aille partager cette parole-là au monde. Ben, dis-toi que c'est 10h du matin dans un chalet à Waterloo sur le rang 8, puis que tu es en train de cogner à la porte, puis le gars qui veut te répondre, il est en pyjama, puis tu fais comme, allô? Mais là, c'est ça, moi, j'ai une super idée à te proposer. OK. Puis lui, il te donne une demi-heure, là. Fait que t'as une job à faire. En fait, ce qui est dangereux, c'est de penser que les gens, ils sont passionnés comme toi. Les gens, ils sont pas passionnés comme toi. C'est pas normal qu'ils soient passionnés comme toi. En fait, ce serait pas normal. Fait que t'as une job à faire pour que ce soit intéressant pour eux. Et donc là, t'as une job de te mettre dans leur bobette à eux, en disant, OK, fait que moi, je regarde un peu ta compagnie, je regarde ce que tu fais, et tu dois en avoir des affaires à faire et tout ça. T'as pas enlevé qu'on t'enlève les vidéos sur les épaules, là? Ah, oui. Bon, ben ça... On va s'en occuper. T'as même pas besoin de parler de ton équipement ou de ton idée, machin, ça devient accessoire. Tu viens juste de leur rendre une sorte de service. Et c'est vraiment ça. En pitch, moi, j'ai vu beaucoup de gens s'entraîner devant le miroir en essayant de raconter leur truc. On l'a fait, mais ça, c'est un défaut qu'on a en agence. C'est-à-dire que c'est un concours d'éloquence. Mais en même temps,
il y a un deal. Les clients cherchent ça aussi. Je veux dire, tu ferais différemment, je suis pas sûr qu'ils aimeraient ça tant que ça. Ouais. Mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, ces clients-là, ils vont devoir prendre ton idée, se revirer de bord, puis raconter ton spot télé à leur boss. Ouais, alors... La pitcher. Mais bon... La repitcher. Quand ils l'ont fait, c'était drôle, hein, monsieur le président. Tu les mets inconfortables day one. On peut-tu t'enlever ça? Fait que, quand on parle d'empathie, là, sans parler de bien-être et puis de yoga, là, c'est comme, peux-tu te mettre dans mes souliers, puis peux-tu m'aider? Ouais. C'est un peu ça, l'idée. Si j'avais pu écrire juste... Mais après, je me suis emballé, là, mais j'aurais juste écrit sur les influences, sur les gens qui sont en face de nous, puis qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Parce que au départ, ton histoire, tout le monde s'en fout. Mais je trouve qu'il y a des beaux liens à faire. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de qu'est-ce qu'il faudrait que les jeunes en com apprennent en sortant de la base. J'ai pas lu le livre, là, mais je suis convaincu que les bases qu'il y a dans ce livre-là s'appliquent pas juste au pitch. Tu sais, tu parlais de garder l'attention, puis, tu sais, TikTok, là, c'est ça. C'est la science de garder l'attention. Et enseigné là-dedans. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça s'applique à tout. YouTube ou TikTok, les gens t'accordent 30 secondes, 10 secondes, 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 10 minutes-là qui fait en sorte que tu gardes leur attention, puis qu'à la fin, ils vont être comme « Ah, j'ai appris quelque chose, je me sens mieux, etc. » C'est pas pour être smart, mais ce livre-là, si j'avais pu le lire, mettons en première ou en deuxième d'université, j'aurais été mieux équipé pour ce qu'on a fait ensemble. Demain matin, il est best-seller. Non, mais honnêtement, moi, je trouve que notre métier, c'est une belle fin. C'est quand même un métier d'entertainment. Ben oui. C'est-à-dire que, tu sais, les gens même qui ont un meeting avec vous et tout ça, ils appellent pas leur comptable, là, OK? Ils ont du fun, en général. Ils ont du fun. Même les gens qui nous embauchent. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu une responsabilité, tu sais, au moins d'être de bonne humeur, tu sais, au moins d'être rigolo, au moins machin. Alors après, t'as toujours il y a un balancier, là, tu sais, parce que c'était le petit comique, là, tu sais, ça se peut qu'on ne te confie pas 50 000 $ pour une prod, là. Fait que, il y a un ballon. Mais tu sais, moi, je trouve que la vie est courte. Vous savez, les gars. On peut finir sur des violons. Tabarnouche, là. Ouais. Fait que, tu sais, si en plus tu te fais chier, là, moi, j'ai un problème, puis ce sera certainement l'idée d'un prochain livre, là, pas avant 2026, visiblement. J'ai un problème avec l'esprit de sérieux. Avec les gens qui se prennent au sérieux, j'ai un problème. Okay. Puis même dans des professions, tu sais, je connais des chirurgiens qui sont le fun, qui sont gentils, tu sais, qui sont attentionnés. Puis tu sais, je connais on a connu des créatifs chiants. Tu fais comme, how come que t'es chiant? Ta job, là, c'est de rencontrer des vedettes en studio puis de faire des voix off. Moi, je faisais des voix off avec Anne Dorval. J'avais 27 ans. Tu fais comme, quelle chance on a. C'est même pas qu'on sauve pas des vies, c'est qu'on a de la chance. Là, on fait notre passion, un travail, etc. etc. Fait que, moi, les gens qui se prennent au sérieux, puis je travaille avec des gens à la Banque nationale, j'ai du fun avec... C'est des gens qui viennent passer le 31 décembre. Oui. Sophie, qui deviennent des amis, parce que tu te dis comme, on se reconnaît, là. Moi, je trouve que, surtout pendant la pandémie, là, j'ai fait un ménage, moi, je veux plus parler à des gens qui se prennent au sérieux. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps. Fait que c'est pareil quand tu distribues du savoir... Mais tu sais, des connaissances, tu te dis comme, OK, moi, je suis tombé sur un truc, c'est super intéressant. Comment je vais rendre ça intéressant? Pas avec des gens qui sont complètement débiles, mais c'est comment je vais expliquer ce truc-là d'intelligence artificielle à des gens qui s'en foutent. Mais il faut qu'ils le sachent parce que c'est important pour leur job, c'est important. Fait que moi, je me casse la tête à trouver non seulement la formulation, la rhétorique là, intellectuelle, mais en même temps que ce soit rigolo. Tu sais, que ce soit... parce qu'on n'a pas le temps. Parce que la vie est trop courte. Parce que la vie est trop courte. Oh. Gaétan, ton livre est en vente dans toutes les bonnes librairies du Québec. Sur notre site web aussi. Sur le site web aussi. En fait, sur notre site web, c'est le seul endroit où on peut l'avoir dédicacé. Ah, pour vrai? Ouais, je fais des dédicaces. Aujourd'hui, si tu viens sur le podcast. Ouais, voilà. Mais il fallait être là ce soir avec nous. Puis il n'y a personne. Salut, public! Salut! Puis bien, on te souhaite une bonne continuité avec Paris Jablonski. Tu as l'air occupé, mais très quand même disponible pour toutes sortes de projets. À toutes les fois, tu réponds, puis tu te donnes des bonnes idées si on a besoin d'aide. En fait, je veux pas repartir. Je veux repartir une donne. Non, c'est pas vrai. On aime ça. Mais
il y a une partie importante là-dedans de legacy. Là, je veux dire, c'est rare. Là, je ghoste beaucoup les gens. Je réponds pas, hein, Dominique. Tu réponds. Dominique aussi, il répond pas. Je réponds plus tard. Genre, où je fais comme, je suis vraiment désolé. Mais parce que moi, ça dépend quand est-ce que j'ai vu ton message et tout ça. Ouais. Fait, ça se peut que je vois ton message en conduisant, ce qu'il faut pas faire, Léo. Mais je te répondrai. Je me dis, je répondrai cet après-midi, puis je réponds 10 jours plus tard. Ouais. Mais je suis triste de ça. Ça me fait chier parce qu'on dirait que je m'en fous et tout ça, puis je m'en fous pas. Mais j'ai du temps. C'est bien rare que si tu m'appelles en disant j'aimerais ça, même des gens que je connais pas, des gens qui arrivent d'Europe ou whatever, qui me disent t'as-tu une demi-heure, je vais le prendre. Mais parce que moi, Jean-Jacques Goldman, à un moment donné, et on fait la boucle. Jean-Jacques Goldman. On fait la boucle. Parce qu'à un moment donné, il a pris le temps de me répondre avec une petite lettre et tout ça, puis il a briefé son frère et tout ça. C'est un peu ça, la job. Ouais. Puis l'individualisme et tout ça, là, on fait un travail d'individu, là, où t'es pogné dans ta tête et tout ça. Moi, ça me fait du bien des fois de voir du monde parler de trucs... pas de ma vie nécessairement, mais tu sais, si je peux te débarrer sur quelque chose, ça va me faire plaisir. Fait que m'appelez pas tout le monde parce que je répondrai pas. Mais moi, j'ai un téléphone. Je vais vous dire 514. Non, mais j'adore faire ça, quoi. J'adore faire ça. Ça paraît. Tu m'as inspiré, moi, avec ma carrière. Tu as inspiré beaucoup d'autres créatifs avec qui on a travaillé dans ce temps-là. J'entends encore ton nom dans beaucoup de conversations en production. Fait que je me dis, quelque part, l'énergie puis la passion que tu as pour le monde des idées fait son chemin. Ouais, je vois que c'est concret et que ça continue. Je le prends, c'est gentil. Bravo! Merci beaucoup. Merci Gaëtan. Bravo, Gaëtan. Merci d'avoir été là, Gaëtan. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre podcast. Avec grand plaisir, les gars, quand vous voulez. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.